Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse aux jeux gacha. Les gachas sont des machines distributrices de petits jouets dans des capsules en plastique. On insère une pièce, on tourne la manivelle et on obtient un jouet au hasard. Les jeux vidéo incorporent depuis les années 2000 des microtransactions sous différents modèles et les gacha games seraient la dernière incarnation dans cette série-là. Des jeux où on gagne ou on achète des chances de faire tourner une machine à sous virtuelle pour obtenir une récompense. À l'intersection de l'éthique, de la psychologie et du design, cet épisode s'intéresse à ce genre de jeu et plus largement à la question du design économique dans les jeux vidéo. En compagnie de Simon Dore, professeur de jeux vidéo à l'UQAM Montréal et auteur d'un livre sur StarCraft, Legacy of the Real-Time Strategy, disponible en ligne gratuitement d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à la Grande Ludothèque. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. On est en compagnie de Simon Dore. Salut Simon. Salut Dominique, ça va bien? Merci. Bienvenue à la Grande Ludothèque. Alors aujourd'hui, on a une émission où on va s'intéresser à ce phénomène-là, des jeux gacha. Je pense que moi, personnellement, c'est pas un genre que je connais énormément. Et je pense que c'est un peu la même chose pour toi. Ben oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je me suis intéressé au phénomène des jeux gacha, puis pourquoi on appelait ça des jeux gacha, parce que c'est une expression qui est pas tout à fait à l'intersection du genre classique, dans la mesure où il peut y avoir différents genres qui ont des mécaniques gacha derrière. Donc, on associe ça à la mécanique gacha plutôt qu'au genre de manière générale. Mais évidemment, je me suis intéressé au design économique. J'aime beaucoup la dimension économique dans les jeux de système, les jeux très systémiques, très complexes au niveau des chiffres notamment. Et donc, après ça, en voyant que ce phénomène-là existait, en voyant les enjeux des microtransactions, les enjeux éthiques, notamment les microtransactions, là, je me suis mis à m'intéresser à ce phénomène-là, puis à essayer d'aller voir un peu plus de quoi il en ressortait. Puis, comme quand tu m'as approché pour faire cet épisode-là, en me disant « Hey, j'aimerais me concentrer sur les gacha games sur un épisode, est-ce que tu embarques? » Je me suis dit « OK, garde là, on va arrêter de niaiser, c'est le temps de sauter à pieds joints dans un jeu. » Et au moins, je me suis dit « Je vais me lancer dans un jeu avec toute la naïveté, entre guillemets, de quelqu'un qui commence à jouer à ce genre de jeu-là. » Puis c'est fascinant, c'est très fascinant. Moi, ce qui m'a surpris le plus, peut-être, c'est à quel point, crime, il y a des jeux là-dedans, je les connais vraiment pas tous. Là, j'en ai joué à un en particulier, je dirais Genshin Impact. Ouais. C'est un sapristi de bon jeu, là, pour vrai. Fait que, voilà, c'est peut-être pas si simple de dire « Ah, c'est du gambling, c'est pour pervertir les enfants. » Exactement, c'est ça. Mais il y a quand même des trucs. Fait qu'on va regarder ça dans l'émission aujourd'hui. Ouais. On va commencer avec un petit segment d'entrevue pour tracer quelle est la ludothèque de notre invité Simon. Entrevue. Alors, Simon, tu es professeur à UQAT Montréal. Ouais. Alors ça, c'est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais qui a un point de service à Montréal ou vous avez un campus? Maintenant, c'est ça. On n'est pas tout à fait un campus, pas tout à fait un point de service. On est maintenant le centre de Montréal, tout simplement. Puis donc, on s'appelle de manière très, très quotidienne, on va dire. On est UQAT Montréal, tout simplement. Puis on a à la fois des programmes en création de jeux vidéo, en création 3D, mais aussi à Montréal se donnent les programmes en art-thérapie de l'UQAT. Donc, on est vraiment deux domaines, on va dire, nichés à l'intérieur de l'université. Puis, en quelque part, ça vient un petit peu avec ça. C'est-à-dire que ce serait ridicule si l'UQAT venait donner ses programmes dans des programmes très généralistes que dans d'autres universités. L'UQAT s'est spécialisé dans les médias numériques, les médias créatifs, etc. Puis est allé justement vers la création de jeux vidéo. Donc, tranquillement, on s'est établi. Au début, on avait des cohortes, 15-20 personnes gros maximum. Puis là, par année, on reçoit facilement une centaine de personnes dans différentes concentrations là, à l'intérieur de nos programmes. C'est ça, vous avez des concentrations en design de jeu, en création 3D pour le cinéma, les effets spéciaux. Vous avez aussi création 3D pour le jeu vidéo. Exact. Puis on a la nouvelle concentration, là, ça va être notre deuxième année là, en programmation jouabilité. Toujours dans une optique très jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont aller se mettre à programmer dans tous les domaines, finalement. C'est vraiment très spécialisé jeux vidéo. Parfait. Puis écoute, pour en arriver là, toi, si on rétropédale, tu as fait un doctorat, tu as fait une maîtrise, tu as fait un bac. Avant tout ça, quand tu étais petit, comment tu es arrivé aux jeux vidéo? Comment les jeux vidéo sont arrivés dans ta vie? J'ai eu la chance, quand j'étais très jeune, d'avoir un ordinateur à la maison. Je pense que c'était vraiment pas fréquent à l'époque. C'est-à-dire, ça reste que c'est un vieux 286 qu'on avait. C'était mon oncle qui travaillait en informatique, justement. Donc, il nous avait comme permis d'acheter ça, puis il nous avait installé des jeux à l'intérieur de ça. Donc, j'avais plein de copies de vieux jeux d'arcade sur mon ordinateur, des copies de Space Invaders, des copies de Pac-Man, etc. Puis, éventuellement, j'ai eu, comme plusieurs dans les années
années début 90. J'ai déballé ma Super Nintendo à la maison. Donc, je suis tombé dans l'enfer du Nintendo, de la compagnie Nintendo à l'époque. Puis après, c'est ça que je trouve intéressant avec les jeux vidéo, c'est que, puis ça l'est encore aujourd'hui, mais c'était énormément axé sur l'aspect social, c'est-à-dire que tu avais quelqu'un qui avait telle console, quelqu'un qui avait Genesis, quelqu'un qui avait la Nintendo. Tout passait par ça. Donc, on allait à gauche, à droite, jouer des après-midi à plein de jeux. On allait au club vidéo, se louer des trucs. Je me souviens les premières fois que j'ai loué la Nintendo 64 puis GoldenEye, ça a été comme vraiment comme des périodes super intéressantes dans mon adolescence. Puis à un moment donné, j'ai comme même un petit peu arrêté de jouer à des jeux vidéo. J'avais mon ordi où est-ce que je téléchargeais des trucs, où est-ce que j'ai eu mon heure de gloire là, autour de Warcraft, Starcraft, Diablo, Age of Empires. C'est vraiment les gros classiques là, des jeux PC ça, c'est de des l'époque. classiques de l'adolescence ou t'avais quel âge à peu près? Quand Starcraft, mettons, est sorti en 98, donc j'avais 13 ans. Donc, tu sais, je te dirais qu'à partir du premier Warcraft, c'était peut-être autour de 9-10 ans. Ah oui, donc, entre 9 et 18 ans, là, ça a été vraiment comme ma période jeu PC. J'ai pas eu de console entre la Super Nintendo et la PS3, pour donner une idée. Là, fait que j'ai été un joueur PC pendant très, très, très longtemps. Puis, même pendant longtemps, j'étais pas tant à l'affût des nouveautés. J'ai passé par le cinéma quand j'étais au bac. Donc, dans ma tête, j'étais comme, OK, tu sais, j'ai encore mes classiques. Je tourne autour de mes classiques, mais j'étais pas en mode, je veux faire ça dans ma vie, des jeux vidéo. Ouais. C'était pas comme dans ma feuille de route, mettons. Puis, éventuellement, j'ai vu ce qu'on faisait au cinéma. J'ai vu les approches théoriques du cinéma, de la narration, des trucs comme ça. Puis là, j'ai constaté que, attends une minute, là, il y a quelque chose qui se fait déjà. Il y avait des recherches en jeux vidéo qui commençaient à ce moment-là. Puis, contrairement au cinéma, ça reste qu'on était... il y avait comme tout un champ libre, entre guillemets, devant nous à vouloir développer quelque chose, vouloir essayer de comprendre ce phénomène-là. Donc, je me suis vraiment repenché vers les jeux vidéo qui m'intéressaient le plus à l'époque. Puis, c'est là que je me suis vraiment réintéressé, entre guillemets, aux médias. Je me suis réintéressé à retourner voir c'était quoi qui se passait aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo. Puis là, après ça, il n'y avait plus de retour en arrière. Là. J'étais lancé à 100% à l'intérieur de ça. Là. Puis c'est intéressant parce que tu étudiais en cinéma, mais dans le fond, le genre de jeu que tu jouais, c'était pas des jeux cinématographiques. Là. C'était des jeux de stratégie, c'est ça? Age of Empires. Puis... J'ai toujours été beaucoup plus un joueur de jeu de stratégie. Pour moi, il y avait quelque chose de... Puis jeu de stratégie puis jeu de rôle, je te dirais, c'est mes deux gros genres de prédilection. Dans les jeux de rôle, toi, tu jouais sur PC surtout ou tu t'es mis sur console plus tard? C'était sur console plus tard, mais tu vois, je te dirais, puis là, je pense que j'ai légalement le droit de dire ça après 20 ans plus tard. Ah non, dis-le pas. Voilà. Moi, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des émulateurs. Ces gens-là, on les salue. Mais voilà, il y a une période, je te dirais, justement, à partir de 98-2000, tu sais, où justement... mon expérience principale des jeux vidéo se faisait sur ordinateur, mais c'était beaucoup des jeux de console de rétro. Finalement, j'étais déjà un rétro gamer en quelque part dans cette période-là. Puis ça me permettait, parce que quand j'avais ma Super Nintendo, j'avais pas à la maison Final Fantasy VI, Chrono Trigger, qui était... Pour moi, c'était comme un peu des mythes, ces jeux-là. T'sais, quand je les avais, soit je les louais au club vidéo, soit j'avais ma cousine qui avait Final Fantasy VI, elle l'apportait à Noël, puis on jouait toute la soirée à ça. T'sais. Ah oui. Puis à partir du moment où les émulateurs sont arrivés, il y a comme en quelque part une vague d'accessibilité aussi de ces jeux-là qui a augmenté. Démocratisation. Hein? Exactement. Puis même des jeux... Tu sais, moi, un de mes classiques maintenant, c'est Ogre Battle. Ah oui. Puis ce jeu-là, c'est impossible de... Tu sais, j'aimerais ça rencontrer une personne qui y a joué en 93, là, comme... Fait que là, tu arrives au baccalauréat, puis là, tu t'intéresses au monde des études du jeu vidéo qui est en train de se développer pendant que toi, tu finis ton baccalauréat. Je me souviens que c'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Oui, tout à fait. Puis justement, moi, dans ma tête, ce qui m'a intéressé au cinéma, il y avait beaucoup l'aspect narratif, je te dirais. Puis je m'orientais, là, si je m'en allais vers une carrière de créateur en cinéma, là, moi, je voulais pas être réalisateur. J'avais genre 2 options en tête. C'était scénariste ou monteur. T'sais. Fait que moi, j'étais quelqu'un qui... Tout ce qui est avant ou après le tournage, mais pas de tournage, s'il vous plaît. Ben, genre, tout ce qui est, genre, rester dans une pièce tout seul à faire ses trucs. T'sais. C'était oui. Je pense que je me destinais un petit peu à une carrière de chercheur indirectement. Dans le sens de me dire que, ouais, OK, dans le fond, tu sais, moi, je veux dire, c'était pas... Je pense que j'avais pas non plus... J'ai jamais eu la piqûre du cinéma. Je me suis jamais reconnu dans l'identité d'être un cinéaste ou d'être même un cinéphile. Mm-hmm. J'ai toujours aimé les films. J'aime encore les films, les séries télé, etc. Mais on dirait qu'il y avait comme une persona un peu autour de ça qui peut-être même au départ... Parce qu'il y en a aussi avec ce qui est un gamer, par exemple. Puis il y a une période aussi où je me serais jamais dit que j'étais un gamer. Mais ça reste que, bon, j'ai toujours été un peu geek. J'ai toujours été un peu intello, entre guillemets. Fait que tout ce qui est gossé dans un logiciel, moi, ça a toujours été un plaisir. Puis dès que j'ai eu
la possibilité d'avoir des RPG Maker, puis des même HyperCard à l'époque. J'ai fait des jeux sur HyperCard. HyperCard, ça, c'était un système d'hyperliens sur des cartes qu'on faisait sur Macintosh. Exactement. Fin des années 80, dans mon souvenir. Imagine que tu as Paint, là, parce que l'interface ressemblait énormément à Paint. Okay? Fait que tu as Paint, puis tu peux dessiner ce que tu veux, ou créer des icônes, des trucs comme ça, des fois en pixels, ou des fois carrément tu dessines, là, tu pognes le pinceau, puis tu dessines. Puis après ça, tu crées des boutons à l'intérieur de ça. Ouais. Puis tes boutons peuvent te mener soit faire des actions, tu peux programmer des trucs, ou ça te mène à une autre carte. Puis ça te fait comme un Myst, en fait. C'est exactement fait pour faire Myst, finalement. Ben, en fait, pour tous les créateurs et créatrices en herbe là, qui ne veulent pas se lancer dans le taponnage aujourd'hui, là, trouvez-vous une copie de PowerPoint. Et dans PowerPoint, vous créez des objets genre un rectangle. Puis dans ton rectangle, tu ajoutes un hyperlien. Puis tu peux faire un hyperlien qui mène vers une page web, mais tu peux faire un hyperlien qui pointe vers une autre carte dans ton slide PowerPoint. Exact. Fait que voilà. Ça, c'est ce qu'il faut pour faire un jeu d'aventure graphique. 100%. J'aurais d'autres options, ça l'a dit. Oui, on n'est pas obligé. À aussi moindre coût peut-être que PowerPoint, mais ultimement, oui, absolument. Je pense que c'est un bon... on ne devrait jamais s'empêcher de créer des jeux si on veut créer des jeux. Aujourd'hui, là, en 2026, là, je veux dire, créer des jeux, en soi, c'est facile. C'est comme prendre un crayon et une feuille de papier pour écrire. Ça te prend les outils, mais ils existent, les outils. On va aller en pause musicale et pour démarrer cette pause musicale-là, si vous écoutez depuis quelques semaines déjà la Grande Ludothèque, vous aurez remarqué peut-être que je ne joue pas de hip-hop dans ma sélection musicale. C'est pas un genre que je connais, avec lequel je suis familier, mais c'est le cas de notre invité Simon. Et oui. Simon, tu as eu un passé... J'ai un passé trouble. J'ai un passé de rapper. J'ai un passé... j'ai fait du rap plus pour le plaisir. J'ai pas vendu d'album ou quoi que ce soit. Quoique, il y en a quelque part en ligne. Voilà, à venir peut-être. Mais c'est ça. Donc, oui, j'étais beaucoup aussi critique d'albums à l'époque sur le site web Hip-Hop Franco. Hip-Hop Franco, ben c'est ça. Là, j'ai préparé une petite sélection, une chanson de Sinis, qui était le créateur du site Hip-Hop Franco. Exact, c'est lui qui a fondé le site en 2002. Puis il m'a recruté dans l'équipe en 2004. Donc, on a travaillé quand même longtemps ensemble. Donc, on va écouter Sur la route du progrès de Sinis, qui nous a quittés depuis. Donc, voilà, un petit hommage. Merci. La vie comme on la connaît dépend d'un fragile équilibre quand tous les hommes sont s'éliminent. Là, on va essayer de faire une introduction, puis c'est pas facile, mais qu'est-ce que c'est ça, design économique? Est-ce que... il faut pas penser qu'il s'agit juste de comment on design le prix de notre jeu pour le vendre sur Steam. C'est pas de ça qu'on parle. Puis en fait, même, je te dirais, le design économique d'un jeu ne touche pas au prix auquel on le vend sur Steam habituellement. C'est pas la transaction dans la vraie vie. C'est à l'intérieur d'un jeu, j'ai différentes ressources, puis il faut que je calcule bien mes interactions, puis la valeur des différents morceaux, c'est ça? Exactement. Ça part de ça, l'idée du design économique. Puis tu sais, selon la grosseur des studios, selon les différentes manières de fonctionner à l'interne, on va avoir différentes jobs finalement liés à l'économie d'un jeu. Le design économique, c'est la personne qui va se situer, par exemple, entre la monétisation lorsque tu es dans un jeu avec des microtransactions et qui va faire le pont avec le reste du design, le design de système. Donc, des fois, tu vas avoir, par exemple, un designer de système qui va designer les systèmes de combat, les trucs comme ça. Puis le designer économique se situe en quelque part entre les deux. Sa job, c'est de réfléchir à c'est quoi l'expérience du jeu à travers les éléments qui sont des ressources à l'intérieur du jeu. Parce que les ressources dans un jeu, tu sais, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre un chiffre à l'intérieur de ça. Ça va des objets qu'on achète dans un magasin jusqu'à cette épée que j'ai dans les mains, combien de points de vie elle cause, combien de points de dommage elle cause à mon adversaire. Tu sais. Puis à travers ça, le designer économique se pose la question, si j'ai tel type d'épée, combien de coups je vais devoir donner à tel monstre pour finalement finir ce combat-là. Tu sais. Ouais, un exemple classique de ça, là, ça c'est un réflexe qui m'a pris bien des années à désapprendre, puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui jouent à des jeux de rôle. Mettons dans Diablo ou Donjon Dragon, c'est pareil. Tu dis, OK, telle arme, elle fait 10 à 14 points de dégâts. Ouais. Puis là, j'ai une autre arme qui, elle, fait 13 à 18 points de dégâts. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, fait que je fais comme 3-4 points de dégâts de plus en moyenne. Fait que, tu sais, c'est bon. Bien, ça dépend parce que si tes adversaires ont 30 points de vie, ben, est-ce que ça me permet d'économiser un coup d'épée ou pas? Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle en économie l'effet marginal, finalement. C'est-à-dire que sur ton effet, ton épée, elle a beau, t'as beau avoir une épée plus 1, plus 2, plus 3, peu importe, ben, si ton ennemi il a toujours 10 points de vie, ben, je veux dire, il faut qu'au total, le nombre de coups d'épée au final soit moins élevé pour que ça vaille la peine. Oui, parce que si moi je le tue en 3 coups puis il meurt à 0 point de vie, puis là j'ai une meilleure épée, je le tue encore en 3 coups, mais il finit à moins 6, ça me sert à rien. Ça change rien, exactement. Puis tu as le même sentiment. Donc, le design économique va beaucoup travailler avec le sentiment de progression à l'intérieur d'un jeu. La perception qu'on a. La perception qu'on a, exactement. Des fois, c'est des perceptions qui peuvent même être strictement cosmétiques jusqu'à un certain point, parce que ça fait partie aussi de l'expérience du jeu, la dimension cosmétique. Le design économique doit tenir en compte de tous ces éléments-là. C'est-à-dire que des fois, oui, ça a l'air de rien, mais une épée qui fait à peu près le même nombre de dommages, mais
qui est plus cool, qui fit plus avec le reste de ton personnage, tu vas peut-être avoir plus envie d'avoir cette épée-là. Tu vas peut-être attendre d'avoir le full set d'une armure avant de commencer à équiper ton nouveau casque, tes nouvelles épaulettes, etc. Ouais, fait qu'il y a aussi une question de psychologie des joueurs et de qu'est-ce qu'ils vont percevoir comme étant quelque chose qui vaut la peine. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que quand tu désignes un système économique, ben, tu dois réfléchir à ces différents éléments-là. En design économique, on a, je te dirais, les deux principaux pôles là, ou les deux principaux éléments qu'on va tenir en compte, c'est ce qu'on appelle des sources puis des drains à l'intérieur de ton économie. C'est-à-dire que tu vas avoir un ensemble de ressources avec lesquelles tu vas gérer ton jeu, que ce soit un jeu de stratégie, un jeu de rôle. Ou quand je tue des ennemis, ça me donne des XP. Exactement. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as besoin d'augmenter de niveau ton personnage, ben, tu vas devoir trouver des ennemis et tu dois aller chercher, entre guillemets, la source de ces ennemis-là, qui est peut-être un donjon, qui est peut-être un château, une forêt. Tu fais des carrés dans la forêt, ça. Exactement. Puis selon comment ton économie fonctionne, si par exemple tes ennemis respawnent constamment, mais ça veut dire que les points d'expérience que tes ennemis procure à tes joueurs, c'est une source infinie de points d'expérience, finalement. À très faible coût. À très faible coût, exactement. Donc, tu peux jamais, comme designers économiques, prétendre que tu vas savoir exactement jusqu'à quand tes joueurs vont arrêter de se battre pour aller chercher les points d'expérience. Ouais. Donc, il faut que tu tiennes ça en compte dans l'expérience de ton design. Fait que là, il doit y avoir des termes, genre, tu as une ressource élastique, parce que tu peux pas prévoir ça va être quoi le niveau de ressources moyen d'une personne qui arrive là. Absolument. C'est-à-dire, l'expression, je la connais pas, peut-être. Mais définitivement, tu as toujours cet élément-là à tenir en compte. C'est-à-dire, selon comment ton jeu est construit, un jeu qui est très jeu de progression, où est-ce qu'on va faire des niveaux un à la suite de l'autre, souvent, tu as une bonne impression de où est-ce que tes joueurs se retrouvent. Donc, tu sais exactement ils ont combien de points d'expérience, par exemple. Je pense à des Zelda, peut-être. Oui, combien de morceaux de cœur rendus à ta exactement, place. Ça, tu as le nombre de morceaux de cœur. Tu es quand même capable de le prévoir minimalement. Tu es quand même de prévoir, tu sais, c'est quoi, à ce moment-là, il va-tu avoir ou pas le crochet, il va-tu avoir ou pas le boomerang, il va-tu avoir ou pas, tu sais. Chacun des objets sont des objets que tu sais à peu près à quel moment on va les acquérir à l'intérieur de l'expérience du jeu. Tandis que si tu es dans un Final Fantasy, ben là, tu sais pas si ton joueur a acheté le bon nombre de potions avant d'entrer dans ton donjon. Hey, je vais te donner un exemple. Ben oui. Quand j'ai joué à Lands of Lore, qui est un RPG Dungeon Crawler des années 90, il y avait un marchand, puis j'ai vendu un bouclier. Puis j'ai passé le 2/3 ou le 3/4 du jeu à pas avoir de bouclier. Parce que tu trouves pas d'autres marchands qui te vendent des boucliers, puis ils t'en trouvent pas qui sont droppés à terre parce qu'ils n'ont pas prévu que tu allais vendre ton bouclier. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, on a vraiment une situation où, justement, puis encore plus à cette époque-là, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le genre de truc que t'as pas de source en ligne, il n'y a aucune communauté pour venir t'aider à savoir c'est quoi le meilleur build, t'sais. Fait que oui, si tu fais quelque chose qui n'est pas prévu par le design économique, ben rapidement, ça peut exploser. Fait que là, est-ce que théoriquement, on peut... en fait, ça prend une certaine complexité dans un jeu pour que ça vale la peine d'avoir quelqu'un en charge de ce qu'on va appeler du design économique. Exactement. Parce que c'est un jeu de plateforme assez simple et tout, il y a quelqu'un qui s'occupe de s'assurer que les boules de feu dans Mario sont pas trop fortes. Exactement. Mais bon, ça fait partie de la tâche de design général. Exactement. C'est rare que tu vas avoir un design économique spécifiquement attitré à un Mario, mais tu vois, dans certains Mario, tu vas avoir des pièces que tu vas accumuler, tu vas avoir un certain nombre de pièces qui vont donner un certain nombre de vies. Puis là, tu peux les échanger pour une récompense. Fait que là, tu commences à sous-peser. C'est ça. Fait que puis la question, c'est justement, comme designer, comme équipe de design, est-ce que tu veux une personne spécialisée là-dedans ou est-ce que justement, tu as besoin d'une personne généraliste, un designer généraliste qui est suffisamment connaisseur des mécaniques de design économique pour être capable de jouer ce rôle-là. Ouais. Fait que c'est un peu un héritage du côté statistique des jeux de rôle comme Donjons et Dragons. Exactement, qui sont arrivés en jeu vidéo en provenance du jeu de rôle sur table où est-ce que il fallait rendre en statistique tous les aspects de la vie des aventuriers. Là. On le faisait, c'est ça. Ça a été tellement dans la culture aussi des jeux de rôle. La culture du jeu de rôle qui vient aussi d'abord des jeux de guerre, des jeux de simulation de guerre, qui avaient beaucoup de mécaniques où tu avais des tables de hasard, par exemple. Oui, tu avais des figurines sur des grands plateaux. Tu as une table au complet dans le garage, puis là, tu as des petites figurines, puis là, tu dis, lui, il peut avancer de 3 cm par tour, puis là, tu le déplaces, puis là, c'est comme, OK, là, c'est mon tour, ben là, je vais tirer des flèches, là. Warhammer. Puis là, tu calcules combien, c'est quoi les pourcentages de chances que tes flèches touchent ou pas, puis combien de dégâts ça fait, puis etc. Je te dirais que tout cet héritage-là, c'est un bagage qui existe encore énormément dans les jeux vidéo aujourd'hui. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que justement, pensons à des gacha games, mais d'autres jeux de ce type-là, maintenant, on a beaucoup moins séparé l'univers des jeux
beaucoup plus action versus les jeux de complexité, les jeux de stratégie, les jeux de gestion. T'sais, on retrouve dans des Metroidvania, par exemple, des éléments d'économie assez importants. Combien est-ce que tu as de points de vie? Combien est-ce que tu as de points d'MP à tel moment? Quelle habilité tu peux avoir débloquée à tel endroit? Tel bracelet te donne 10% plus de ci. Et c'est fou, hein, ce genre de choses-là, à quel point il y en a. Puis, tu sais, on a tendance à le faire de manière très intuitive quand on désigne un jeu, de dire, OK, je vais mettre tel pourcentage. Mais il y a toujours des éléments sur lesquels on ne peut pas avoir de contrôle tant qu'on n'a pas un tableau Excel devant nous qui vient nous dire, ta minute, là, si j'ajoute 5 points de défense, là, qu'est-ce que ça me donne vraiment comme résultat final, tu sais? Puis je le vois toujours, mes designers, quand ils commencent, là, ils vont avoir tendance à mettre des chiffres puis dire, regarde, j'ai des chiffres. Je suis comme, oui, je comprends, cool. Tu as mis cette arme-là, elle te donne tel point. Et ça, c'est un bon point de départ. T'sais. Mais c'est quoi ton intention de design derrière? C'est quoi l'effet marginal que tu veux créer avec ça? Tu veux-tu que tes ennemis soient moins rapidement tués? Est-ce que tu veux que ton personnage bouge plus vite pour avoir l'impression qu'il y a plus de pouvoir? T'sais, c'est quoi que tu veux derrière tout ça? Puis qu'est-ce qui va mener à un résultat? Est-ce que tu veux bloquer la progression des gens s'ils n'ont pas fait X, Y et qui par exemple, puis ça, bloquer la progression, ça a l'air contre-intuitif, mais c'est très important dans certains jeux. Ah oui. Comme tu le disais, si tu sais pas d'avance comment tes joueurs ont de points de pièces, de points de vie, de points de magie quand ils arrivent devant un boss, ben si tu bloques un petit peu ta progression, à la fois quand la progression est bloquée, les joueurs sont conscients souvent qu'elle est bloquée, donc ils savent que c'est le temps d'avancer. Faut que je corrige quelque chose. Oui, ou tu sais, je suis rendu à un boss, là, je sais pas si je suis capable de le battre. Oups, ma progression est au max. Bon, mais ça veut dire que je suis probablement capable de le battre, le boss, tu sais. Puis, à l'inverse, donc, quand tu es dans cette dynamique-là, si tu équilibres ton boss, ben, tu es capable de savoir à peu près où est-ce que tes joueurs se situent par rapport à ça. Des fois, par exemple, tu vas utiliser des mécaniques qu'on appelle intransitives. Par exemple, de dire, ce boss-là, pour le battre, tu as besoin, ou c'est très, très, très fortement conseillé, d'avoir une épée en glace qui élimine ce boss-là qui est en lave ou qui est en feu ou peu importe. Puis comme ça, ben, tu envoies un signal que peu importe le nombre de niveaux que tu obtiens, puis peu importe le nombre de pièces d'or que tu as, tant que tu n'as pas trouvé l'épée de glace qui est dans telle forteresse, blablabla, ben, tu ne pourras pas éliminer ce boss-là. Donc, des ressources puis des mécaniques intransitives, c'est qu'elles ont une valeur qui reste stable et qui ne peut pas s'échanger par une autre valeur? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Transitive, c'est une mécanique qui, par exemple, j'ai une épée qui a 10 points d'attaque. Si j'ai une épée qui a 20 points d'attaque avec laquelle je peux la remplacer, ben, mon épée à 20 points d'attaque, elle est toujours entre guillemets, plus forte que mon épée à 10. Il n'y a aucune raison de la... Sauf s'il n'y a pas d'effet marginal. Mais dans les faits, elle est quand même plus forte que l'épée à 10. Alors que si j'ai une épée qui va avoir des pouvoirs particuliers, qui va avoir justement un élémental un élément de glace ou qui va avoir, je sais pas moi, elle va être plus légère ou il va y avoir plusieurs autres mécaniques derrière, bien là, on va avoir un élément d'intransitivité. Le choix qu'on fait à l'intérieur du jeu ne dépend pas que de cette statistique-là, il dépend d'autres choses. Peut-être qu'il va falloir que j'essaie de comprendre le contexte narratif dans lequel je suis. Est-ce que je m'en vais affronter des dragons de glace? Ben, je vais prendre une épée en feu à la place, même si elle est peut-être moins forte que mon autre épée. Ouais. Je vais donc accorder une valeur aux objets dans le jeu qui ne sera pas linéaire à l'intérieur de mon jeu. Il n'y aura pas une chose meilleure qu'une autre en tout point. Parfait. Donc, ça, c'est des outils quand même assez utiles. Puis c'est un vocabulaire spécialisé, mais qui a une utilité tout à fait concrète. Là. C'est comme, est-ce que mon truc est une amélioration linéaire ou est-ce qu'il y a plusieurs dimensions? Donc là, je me garde des objets pour répondre à l'une ou l'autre des dimensions au fil de mon aventure. Exactement. Quels autres enjeux ou concepts ou principes sont au centre du design économique? Parce que tu mentionnais les jeux qui ont des microtransactions. Ouais. Donc là, du moment où on commence à faire une interface entre certains effets en jeu puis des investissements qui viennent de l'extérieur du jeu. Ouais. Là, on rentre dans un autre rapport. Là. Par exemple, si c'est d'injecter de l'argent pour t'acheter une nouvelle arme, ben là, on est directement dans est-ce que ça vaut tant de dollars pour telle personne. Mais des fois, c'est aussi le grinding, mettons. Ça rentre dans cette logique-là. T'sais. Absolument. C'est-à-dire que quand on regarde quand on pense le jeu vidéo comme une économie, puis c'est ce que j'invite à faire quand on pense à un design économique, là, c'est de dire, OK, quelles actions je vais effectuer avec ce que j'ai comme ressources à l'intérieur du jeu ou avec ce que je peux faire dans le jeu. Bien, je pense le jeu dans ce sens-là comme un investissement. Puis je veux dire, je le dis de manière très, très... ça peut avoir l'air plate, dit de même, mais dans les faits, quand on joue à un jeu, on investit du temps. C'est la première chose qu'on investit à l'intérieur du jeu. Et si on investit du temps dans le jeu, évidemment, on s'attend à ce que ce soit plaisant, par exemple. T'sais. Fait qu'on va dire le jeu qui est un investissement en disant je fais confiance au jeu, j'investis entre guillemets dans un jeu en particulier parce que j'espère avoir du plaisir en jouant à ce jeu-là. Juste cette dynamique-là, c'est déjà un enjeu économique, puis un enjeu économique extrêmement important à l'ère, justement, où
tous les médias essaient d'avoir notre attention puis essaient d'avoir du temps. Ils veulent qu'on y joue. T'sais. Puis souvent, on investit du temps à faire un truc pas génial parce qu'on on espère que ça va être plus le fun après. C'est exactement ça. Et en particulier, là, les gacha games en sont peut-être un bon exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir des fois beaucoup de temps qui ne sera pas super plaisant. Puis la question, c'est est-ce qu'on a envie de continuer à investir du temps à l'intérieur d'un jeu? Puis ça vaut à tellement de niveaux. Là, pensons le plus basique possible. Si j'ai du plaisir à jouer aux échecs, par exemple, il faut que j'apprenne à devenir meilleur aux échecs. Donc, il faut que je mette du temps pour devenir meilleur. Puis, les échecs, c'est un bon exemple, je trouve, un jeu où si tu investis du temps, tu t'attends non seulement à avoir du plaisir à jouer, mais tu t'attends aussi à devenir meilleur éventuellement au jeu. Ouais. Et ça, c'est un autre élément d'investissement. C'est-à-dire que plus tu es bon à un jeu, bien, plus tu investis, entre guillemets, de la compétence à l'intérieur de ce jeu-là. C'est-à-dire que tu prends du temps pour toi t'améliorer. Puis si tu es bon à un jeu, ben je veux dire, chaque partie que tu vas jouer, tu vas peut-être avoir plus de plaisir à y jouer, finalement, versus quelqu'un qui est moins compétent à l'intérieur du jeu. Donc, est-ce que tu veux investir de la compétence entre gros guillemets, là, c'est-à-dire, moi, personnellement, quand j'arrive un vendredi soir que je suis super fatigué, ben je me mets pas à jouer à StarCraft. Là, ça marche pas. J'ai pas le cerveau pour ça. Je suis pas prêt à, entre guillemets, investir de la compétence à l'intérieur de ce jeu-là. L'énergie que ça me demande fonctionne juste pas. Fait qu'il y a d'autres jeux, à l'inverse, qui construisent leur investissement sur le fait que je veux être un jeu cosy, je veux être un jeu tranquille, qui ne demande pas d'investissement trop élevé en termes de compétences. Et ce genre de jeu-là est extrêmement, justement, important, je pense, à développer aussi. Inversement, il n'y a pas juste des Elden Ring de ce monde-là où est-ce qu'on a besoin d'être bon pour jouer. T'sais. Fait qu'écoutez, on va continuer à développer cette conception McSweenienne des jeux. Comme Pierre-Yves McSween, on regarde tout sous la forme investissement et retour et résultats. Les jeux gacha, finalement, est-ce que c'est le stade ultime d'évolution comme un Pokémon qui commencerait avec des microtransactions puis qui évoluerait pour devenir un gacha game rendu au stade 3? C'est exactement. C'est plus comme un Digimon, je pense, où est-ce qu'il s'en va dans des directions un petit peu bizarres puis tu sais pas trop où est-ce que tout évolue. Alors, microtransactions, c'est quoi cette affaire-là? Bien, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder une vidéo du Joueur du Grenier sur YouTube. Il a une vidéo qui s'appelle « Parlons des microtransactions », qui est 1h30, très fouillée, avec des experts interviewés et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. En gros, il retrace un peu l'évolution des modèles économiques du jeu vidéo. Dès le départ, c'est des gens dans leur sous-sol qui vendent des jeux sur ordinateur dans des disquettes qui vendent en Ziploc à travers des magazines d'hobbyistes. Ouais. Puis là, éventuellement, il y a des éditeurs. Fait que là, on commence à vendre des jeux. Puis là, ben, pour vendre des jeux, des fois, ça vaut la peine de laisser les gens les essayer. Donc, on développe le shareware. Fait que là, tu télécharges un démo jouable. Puis après ça, tu envoies un chèque par la poste puis tu reçois le jeu. Éventuellement, les jeux sur console explosent. Les jeux sur PC se retrouvent aussi sur les tablettes des magasins. Et au fur et à mesure que les jeux se développent, ben, on ajoute des expansions, comme Warcraft, par exemple, dont tu parlais tantôt. Warcraft 2 a eu son expansion Tides of Darkness. StarCraft a eu Brood War, et ainsi de suite. Donc, on paie un supplément, on a une autre expérience connexe, donc ça va. Et avec la dématérialisation des jeux puis les supports numériques de plus en plus présents, ben là, on commence à avoir des microtransactions qui apparaissent dans les années 2000. Où est-ce que là, c'est pas nécessairement d'acheter une expansion avec tout un nouveau scénario, des nouveaux environnements et tout ça. Là, c'est davantage un micro-morceau de contenu qui se greffe à ton jeu. Et cette question-là des microtransactions prend plusieurs formes. Il y a des microtransactions qui sont des skins qu'on achète dans un jeu multijoueur pour avoir l'air cool. Donc là, c'est cosmétique. Puis après ça, il y a des microtransactions qu'on va faire pour une quête, une chaîne de quêtes, acheter une armure pour ton cheval, pour Oblivion. Oui, absolument. Les gens ont beaucoup ri de ça. Oui, tout à fait. Puis, donc, à travers le modèle des microtransactions, là, ça prend toutes sortes de proportions, toutes sortes de directions. Et dans le fond, les jeux gacha, c'est comme des jeux axés entièrement sur des microtransactions. Ben oui, dans toute la question des microtransactions, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ça tient vraiment du modèle économique des jeux vidéo en partant. Là, c'est-à-dire, comme tu le décris bien, on a eu un passage d'un modèle économique de vente à un autre qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire des microtransactions. Mais pour moi, je décrirais un jeu, pourquoi est-ce que les microtransactions sont si, en quelque part, intrinsèques peut-être même aux jeux vidéo par rapport à d'autres médias, c'est qu'un jeu vidéo, c'est pas comme un film où est-ce que tu pognes une caméra, tu refilmes autre chose, puis là, ben, tu as un nouveau truc à ajouter. T'sais, si on imaginait, par exemple, je crée une série télé, puis après ça, je fais une saison de plus. Je veux dire, faire une saison de plus d'une même série télé, c'est la même chose que de faire une nouvelle série télé dans les faits. T'sais, oui, peut-être qu'on reprend des costumes, des lieux, des trucs comme ça. Ouais, c'est assez marginal. Mais dans le cas des jeux vidéo, je pense qu'on pourrait métaphoriquement dire que c'est comme si, avant de faire ton jeu, il faut que tu montes toi-même ta caméra. Autrement dit, il faut que tu fabriques une caméra. C'est exactement ça. Et tout ça, ça coûte énormément d'argent.
Et c'est ce qui explique probablement, en fait, puis tu vois, j'aimerais bien faire un petit peu plus cette analyse détaillée-là, mais c'est ce qui explique la montée même des moteurs de jeu à l'origine. C'est quand les moteurs de jeu arrivent, c'est déjà une innovation en soi. C'est-à-dire qu'un moteur, c'est quoi? C'est comme l'équivalent, c'est comme si tu achetais une coquille qui te permet de créer un jeu à l'intérieur de ça. Puis les moteurs de jeu, dans les années 2000, c'était beaucoup propriétaire, c'est-à-dire que c'était des compagnies qui avaient leur propre moteur de jeu puis qui refaisaient un jeu avec le même moteur qu'un jeu précédent. On pense à des Doom qui revient, la suite de Doom. Il y a eu plusieurs moteurs de id Software qui ont justement comme fait en sorte que leur jeu reprenait les mêmes trucs de base. Puis quand tu as besoin des mêmes choses d'un jeu à l'autre, pensons à des trucs physiques, par exemple. Je veux dire, un jeu qui est en troisième personne où est-ce que tu as un personnage qui saute, tu as besoin d'une physique de ce personnage-là qui saute. Donc, cette physique-là, elle est intégrée au moteur. Puis aujourd'hui, il y a des moteurs qui sont commerciaux et qui sont justement de clés en main, entre guillemets, pour que des développeurs indépendants soient capables de partir de ces moteurs-là puis de faire des jeux eux-mêmes. Donc, ce petit détour-là permet de dire, finalement, une microtransaction, ça fait quoi? Ça reprend toute la même base du jeu, tout le même squelette du jeu pour tout simplement venir ajouter quelque chose à l'expérience initiale sans prétendre le revendre comme étant quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, on n'a pas besoin de recréer un nouveau jeu, mais dans le même jeu, on a juste à changer quelques petits trucs et puis voilà, on a quelque chose. Puis en faisant ça, on monétise en quelque part le fait que notre jeu, ultimement, on souhaite donner quand même ce nouveau souffle, cette nouvelle expérience à ce jeu-là, parce qu'on a tellement mis de temps à l'intérieur de ce jeu-là. Veut pas faire le premier jeu, et c'est difficile. Faire les jeux qui suivent, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Donc, les microtransactions sont un peu une sorte de dommage collatéral, entre guillemets, de ce phénomène-là, du fait que ça coûte très cher produire notre jeu au départ, mais que quand on fait les suites, quand on fait des ajouts à l'intérieur, ça coûte presque rien. Puis quand on y pense, il y a quelque chose aussi de plus facile pour le consommateur, pour le joueur, à dire « Hey, je te donne 50 $ pour ton jeu, puis j'espère que ça va être bon pendant beaucoup d'heures, puis que ça va m'apporter quelque chose de vraiment bien. » Très, très gros risque qu'on prend. Puis le développeur est un peu... il n'est pas redevable de la qualité de son jeu parce que tu l'as acheté, ton jeu. Fait que même si tu ne joues pas, c'est pas grave. C'est ça, lui, il ne peut pas savoir. En fait, beaucoup de développeurs aimeraient vraiment savoir ce que les joueurs veulent. Oui. Puis, je veux dire, quand tu demandes à un joueur ce qu'il veut, je suis joueur moi-même, et si tu me demandes ce que je veux, ça dépend. J'ai plein d'idées. Je veux dire, fait qu'après ça, qu'est-ce qui va vraiment fonctionner? À quel genre de jeu je suis prêt à mettre 80$, 100$ maintenant? Ça monte assez vite, là, les jeux récents, les jeux AAA. Donc, où est-ce que je suis capable où est-ce que j'ai envie d'investir mon argent? Évidemment, ça dépend d'énormément de choses. Donc, si je sais d'avance que j'ai un jeu prévendu, entre guillemets, je sais d'avance que j'aime ça, ce jeu-là. Ouais. Oui, peut-être que je suis prêt à mettre 5, 10, peut-être 50$ même sur quelque chose de plus à l'intérieur de ce même jeu. Ouais, fait quand on y pense, on peut très bien charger à la pièce puis dire, OK, tu joues, puis là, écoute, t'as fait un bout de la campagne principale, puis là, t'as une résolution narrative. Fait que là, fin de l'histoire, il y a un nouveau bout d'histoire qui commence. Exactement. Si tu rajoutes 5$ puis que tu achètes la deuxième campagne ou chapitre 2 ou peu importe. Mais dans tous les cas, de ces microtransactions-là, tu sais ce que tu achètes. Ouais. C'est peut-être ça la différence puis le bris quand on arrive dans les jeux gacha. Tu sais en grande partie ce que tu achètes. C'est-à-dire que oui, la mécanique que tu achètes, elle peut finalement pas être super intéressante ou le niveau que tu achètes peut être moins le fun. Tu prends un risque. Tu as toujours un risque, là, effectivement. Mais oui, je comprends. Je te suis absolument là-dessus. Puis je pense qu'il y a quand même une dimension éthique à se poser, peu importe le type de microtransactions qu'on a, dans le sens que si on nous vend un produit puis qu'on a l'impression que ce produit-là est pas complet, comme on disait tantôt, des fois, on fait des choses dans un jeu en espérant la suite, en espérant que le temps qu'on investisse dans cette affaire-là, qui est peut-être un petit peu moins le fun, va nous permettre d'apprécier l'autre élément qu'on trouve le fun. T'sais. Il y a un plaisir qu'on a à jouer à un jeu, à jouer à 50 heures d'un jeu puis avoir une finale géniale, épique, plutôt que cette finale géniale, épique, si on l'avait après 2 heures de jeu, on n'aurait pas le même plaisir parce qu'on n'a pas le même investissement émotionnel là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui crée un enjeu éthique important puis qui crée des frustrations en partant, là. Je pense que ça, on peut se le dire. C'est très frustrant d'avoir l'impression que quelqu'un nous tient par la gorge ou par autre chose pour s'assurer que, justement, si j'ai du plaisir à jouer à ce jeu-là puis que j'ai pas, finalement, mon plaisir final, entre guillemets, je vais peut-être mettre de l'argent pour continuer à jouer. Et je pense que cette dimension-là, elle est éthiquement problématique, ça, c'est sûr. Oui. Fait que les jeux gacha, ce sont des jeux dans lesquels, plutôt que d'acheter un personnage que je désire ou un objet que je désire, j'achète un billet de loterie, puis là, je joue à la loto pour espérer tomber sur quelque chose qui va me satisfaire. Ouais. C'est ça la différence. Puis moi, dans mon historique de jeu, il y a un jeu en particulier, je dirais, qui m'a fait prendre conscience de ça. Puis ça s'appelait pas un jeu gacha puis tout ça, mais c'était une mécanique gacha. Hein? Tantôt, tu disais, on peut
intégrer des mécaniques gacha dans les jeux qui existent déjà, c'était World of Warcraft. Oui, ben oui. Quand on jouait à World of Warcraft, ben là, tu fais les quêtes, t'avances et tout ça, puis à un moment donné, tu commences à t'intéresser au jeu puis à aller lire des guides pour savoir, moi, je suis un paladin, protection, fait que là, qu'est-ce qui serait bon pour moi comme équipement, tu sais, que je pourrais me donner comme objectif. Puis là, il y a un donjon qui est le Scarlet Monastery, dans lequel il y a 3 différentes instances, comme on appelait. C'est des donjons qu'on fait en groupe de 5. Donc, un de ces donjons-là, je me souviens pas si c'était le cimetière ou la chapelle ou peu importe, mais tu bats tous les ennemis, puis quand tu arrives au bout, tu te bats contre le boss. Puis là, le boss va faire tomber, va dropper un des 4 objets suivants. Puis là, il y avait les tables qui listaient c'était quoi les objets qui peuvent tomber. Puis moi, j'espérais qu'il drop l'armure. Fait que là, moi, j'étais là pour essayer d'avoir l'armure. Donc, on fait le donjon, puis au bout du donjon, cette fois-ci, il a droppé la baguette magique. Fait que là, je suis comme, c'était pas pour moi. On va recommencer une run, on va le refaire, puis on va espérer qu'il redroppe le bon item. T'sais. C'est ça, puis si on raconte exactement la même histoire, mais au lieu de recommencer, c'est je remets de l'argent réel, en espérant l'avoir. J'espère avoir les 3 cerises. J'ai pas eu les 3 cerises. Oups, ben là, je suis dans une mécanique de jeu de hasard. Je suis dans une mécanique assez littéralement qui est du gambling, finalement. C'est exactement ça, du gambling. T'sais, je le vois même dans les mécaniques de jeu pour enfants, là, qu'on retrouve dans les jeux mobiles. Ça, on retrouve énormément ça, puis veux pas, les enfants ont pas la maturité non plus qu'on a comme adultes. Tu as sauvé Monsieur Carotte. Maintenant, en récompense, tu peux ouvrir un coffre. Je vais ouvrir le coffre. J'espère que je vais trouver... Si tu as envie d'acheter un autre coffre, tu peux demander à papa et maman de te débloquer ce coffre. Il faut réessayer demain, mais si tu veux aller plus vite, tu payes la fast pass comme chez Disney. Exactement. Et c'est là où, tu sais, le jeu vidéo en général, puis quand je l'enseigne, moi, puis je pense qu'à peu près tous les designers, même dans un cours de design généraliste, là, pas du tout lié spécifiquement au design économique, on va utiliser une expression assez commune qui s'appelle la boucle de jouabilité, dans le fond, quand on design un jeu. C'est-à-dire, c'est quoi les éléments qu'on fait dans un jeu qui sont répétitifs, qui reviennent. Puis cette boucle de jouabilité-là, on va souvent intégrer ou on va construire autour, des fois, selon comment on décide de modéliser, une boucle ou un cycle de récompense. C'est-à-dire que souvent, ce qui est construit, c'est qu'on va faire quelque chose à l'intérieur du jeu, faire un donjon, comme tu donnais dans l'exemple de World of Warcraft, je vais tuer des monstres, et à chaque fois que je tue ces monstres-là, je reçois une récompense à l'intérieur de ça. Et c'est une mécanique qui est très standard, c'est quelque chose qui est c'est attendu d'à peu près tout le monde, c'est-à-dire qu'on se met à jouer puis on s'attend à recevoir une récompense à l'intérieur du jeu. Mais cette mécanique-là, elle est construite sur comment même nos désirs fonctionnent en général, c'est-à-dire qu'on conçoit que les choses... lorsque je joue à un jeu, je tue un ennemi. Si on avait dans un jeu, exemple, un ennemi qui ne donnait rien, qui n'avait aucune récompense, ou que on tuait, peu importe le nombre d'ennemis qu'on tuait, on n'aurait jamais de récompense derrière ça, on serait probablement frustré de constater que, attends une minute, là, je suis supposé avoir quelque chose à la fin de ça. Je suis pas supposé juste enjoy the journey. Là. Je suis supposé comme avoir un objectif qui est comblé par ma quête, finalement, qui est comblé par ce que je me suis attendu à retrouver à l'intérieur de ça. Obtenir des morceaux qui vont me permettre de construire brique par brique quelque chose d'autre. Absolument, absolument. Et donc, on accepte parfois un des éléments de la boucle de jouabilité qui est peut-être moins plaisant ou qui est peut-être moins gratifiant jusqu'à un certain point en se disant que finalement, on va espérer avoir une récompense. Puis ça devient, sans entrer dans dans le stéréotype, là, c'est un peu comme un réflexe pavlovien, c'est-à-dire on s'attend à recevoir une récompense comme la cloche du chien de Pavlov, que lorsqu'on sonne la cloche, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose au bout de ça, qui soit une récompense. Puis c'est très, justement, mécanique jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que le fait qu'on ait tellement joué à des jeux qui nous donnent ce type de récompense-là, puis que notre motivation de jouer même vient souvent du fait qu'on espère cette récompense-là, comme tu donnais dans l'exemple de ton paladin de World of Warcraft, ça fait en sorte que on peut très bien construire un jeu sur ces récompenses-là et construire un jeu qui, par exemple, va constamment nous donner un certain nombre de ces récompenses-là, pas des grosses, mais des petites récompenses, mais les donner juste assez suffisamment pour que lorsqu'on joue, on ait cette impression, wow, OK, là, je suis en train de progresser, je suis en train de faire la bonne chose, j'ai des récompenses, j'ai ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que je peux faire avec ça, qui va me permettre d'en avoir plus encore, finalement. Et la boucle continue, finalement. Cette boucle de jouabilité-là, ce cycle de récompense-là, il est assez fondamental dans de nombreux jeux vidéo, bien avant l'arrivée des microtransactions. Mais les microtransactions ont injecté, en quelque part, le moment dans cette expérience-là où tu peux sortir ton portefeuille pour accélérer ce processus-là. Oui. Puis, tout est calculé aussi pour maximiser les effets de la récompense. Tu sais, en design de jeu, on va parler en termes général, pas en termes vraiment économiques. Là, on va parler du juiciness. Là, oui, un des concepts qui est amené par, je me souviens plus quel designer qui a ça dans son livre. Là. Je pense que c'est Jesse Shell, si je me trompe pas. Oui, c'est
peut-être Jesse Centre Chell, ouais, Jesse c'est ça. Chell. Je me souviens pas du point d'origine. En tout cas, on va trouver Ouais. les références. Là. Mais ouais, c'est ça. Donc, tu sais, de vraiment s'assurer qu'il y a des manifestations audio, visuelles, flash, bling, Ben oui. etc. Ben oui. pour te faire comprendre que c'est positif. Puis moi, je joue beaucoup à Diablo 4 ces temps-ci. OK. Puis, tu sais, Diablo, c'est une machine à sous essentiellement. Là. Tu tues des ennemis, puis hop, le bras de la machine à sous est parti. Puis là, tu espères qu'il y a quelque chose qui va tomber qui va être orange ou mauve, puis qui va être un upgrade pour tes équipements. Ouais, Puis, ouais, bon, ouais, tu sais. ouais. Puis quand tu bats un boss de fin de donjon ou un world boss qui est encore plus gros comme événement, ou quand tu rouvres un coffre resplendissant parce que tu as réussi tous les objectifs d'une quête, mais là, les items tombent, là, mais faut voir le spectacle. Là. Tu sais, les items tombent avec un délai, un décalage entre chacun des items qui tombent à tour de rôle, puis ils tombent à foison pour remplir le sol de fragments de gemmes, par exemple. tu sais. Ouais. Tour à tour, avec le bling à chaque coup. Fait que tu as vraiment l'effet du tintement des pièces métalliques ouais. qui tombent dans la chute. Là, tu sais. Ça, c'est classique, hein, puis on le retrouve à la fois dans des jeux, selon votre âge, selon au moment où vous avez commencé à jouer à des jeux mobiles. On peut penser à des Candy Crush Saga, par exemple, Oui. où est-ce que tu as beaucoup de bonbons, tu as des Sugar Rush à la fin de tes niveaux pour te dire, regarde comment tu as gagné. Puis là, tu sais, quand tu termines un niveau de Candy Crush, c'est intéressant parce que tu n'as plus de contrôle, mais tes bonbons, ils explosent d'eux-mêmes, puis ils continuent à exploser, puis à te renvoyer plein de récompenses visuelles rendues Réaction là, en tu sais. chaîne. là. C'est vraiment des réactions en chaîne, puis c'est vraiment très axé justement sur ce juiciness-là. tu sais. Puis c'est là où la récompense, elle n'est pas toujours axée sur la jouabilité. Je pense que ça, c'est un élément qui est super important à mettre de l'avant parce que si je suis dans un donjon, puis que même si j'ai pas d'épée meilleure que mon ancienne épée à la fin de ce donjon-là, ben si je débloque une cinématique particulière, si je débloque une nouvelle pièce d'équipement visuel finalement sur mon personnage, ça peut être des éléments tout aussi intéressants. Tu sais, venir débloquer un morceau de l'histoire ou même venir... Tu sais, quand tu arrives dans un donjon, puis que là, soudainement, tu es dans une pièce qui est féerique et qui est construite avec plein d'éléments visuels qui sont shiny, qui viennent vraiment briller puis qui viennent te donner une expérience esthétique intéressante. Ça aussi, c'est des récompenses. Puis après, je suis pas en train de dire que tout ça est un problème, là, Ouais, justement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut pas penser, il faut pas avoir de récompenses. Là. Au contraire, ça fait partie du plaisir de jouer. La question, c'est comment est-ce que éthiquement on se pose la question. Tu sais, si on est obligé de payer pour avoir accès à des zones spécifiques dans lesquelles il y a ces récompenses-là, ou si on est, comme tu disais, pas certain de ce qu'on va retenir au final, puis si on nous donne peut-être même des fois des chiffres qui sont des chiffres erronés au niveau des pourcentages de chances qu'on gagne un truc versus un autre, bien là, on arrive dans des dimensions éthiques qui sont extrêmement importantes à réguler même, je pense. Oui, c'est ça. C'est pas pour rien qu'il y a des exigences de l'Auto-Québec d'afficher les pourcentages de chances de gagner un concours, des choses comme ça. Là. Ouais. C'est parce que, justement, ça fausse la base sur laquelle on prend nos décisions qu'on voudrait rationnelles puis qu'ils ne sont jamais à 100%. C'est exactement ça. Puis c'est tout construit sur l'attente. C'est tout construit sur le mythe même jusqu'à un certain point. La loterie, je veux dire, au-delà de la régulation de l'Auto-Québec, je pense qu'on peut avoir beaucoup de critiques envers l'Auto-Québec aussi. Là. Ils n'ont pas toujours, évidemment, des pratiques qui sont éthiquement, disons, ben oui, on veut encadrer le jeu, mais là. en même temps, on veut que les gens jouent parce que c'est comme ça qu'on récolte des revenus pour l'État. Exactement. C'est sûr qu'il y a un conflit. Puis à partir de là, c'est-à-dire que ce qui crée cette attente-là, je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Puis le plaisir de jouer fait partie de l'attente. Ou l'inverse, là, je devrais dire, l'attente fait partie du plaisir de jouer. Donc à partir de là, je suis pas en train de dire qu'il faudrait jamais avoir d'attente. Je suis en train de dire qu'il faudrait probablement réguler ces attentes-là, en particulier lorsque ça implique de l'argent, puis en particulier justement lorsque ça implique des mineurs, là, d'autant plus. Là, quand c'est des enfants, quand c'est des jeux destinés aux enfants, pour moi, il ne devrait absolument pas y avoir de mécanique qui implique des microtransactions en soi. Là, en tout cas, pas de cette manière-là. On va approfondir ce sujet-là aujourd'hui. Oui. Alors, je prenais des notes en préparant l'épisode et puis je me disais, bon, on est dans une économie de l'attention. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on entend ce mot-là. Les plateformes, Facebook et tout ça nous bombardent de publicité. Le but, c'est de nous garder scotchés là le plus longtemps possible. C'est sûr que les jeux vidéo, en général, nous demandent un investissement de temps assez important. Ouais. Quand est-ce qu'on bascule vraiment dans une économie de l'attention et que finalement, l'activité principale de notre jeu, c'est de nous garder là encore plus longtemps? Ça suppose qu'il y a de l'argent à faire pendant que nous, on reste là dans le jeu. Là. Absolument, absolument. Et selon le modèle d'affaires du jeu, c'est-à-dire que quand on joue à un jeu mobile, souvent les modèles d'affaires sont construits sur la publicité.
Donc, quand on a des jeux qui sont construits sur la publicité, ben c'est comme la télé, malheureusement. Ceux qui ne le savent pas, ben oui, la télé est construite là-dessus aussi. C'est-à-dire que la télé traditionnelle, puis même maintenant les plateformes comme Netflix, Crave, etc., sont construites sur le fait qu'on nous donne des publicités une fois de temps en temps. Et ces publicités-là sont faites, justement, sont ciblées à qui on est. Et elles arrivent à des moments où on est justement pris dans notre épisode, où on est pris dans notre partie, où on voudrait peut-être jouer plus longtemps. Et ben, pour jouer plus longtemps, on a besoin de regarder une publicité. Cette publicité-là, c'est le nerf de la guerre pour les développeurs. C'est ça qui leur permet justement de gagner de l'argent avec leur jeu. Donc, on est dans une économie de l'attention dans la mesure où justement, ben, plus on reste scotché à notre jeu, plus la personne qui reçoit le revenu publicitaire, c'est la personne, justement, qui a développé ce jeu-là. Oui. Donc, le modèle économique des jeux est aussi un bon indice. Là. Je repense à Maud Bonenfant, à l'UQAM, notre collègue, qui disait justement en entrevue, ben si vous voulez faire des choix éclairés puis pas trop problématiques pour vos enfants qui jouent à des jeux sur tablette ou sur téléphone, ben regardez le modèle économique. Si le jeu vous demande de payer pour l'avoir, c'est comme ça qu'ils tirent probablement une majorité, on espère, de leurs revenus. Il y a déjà des chances que ce soit mieux que si le jeu est gratuit. Ben, ça veut dire que le produit, c'est vous. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans les jeux gacha. Bon, moi, c'est un terme que j'ai rencontré en 2020, je pense, Genshin Impact. OK, quand même. C'était pendant la pandémie. On était isolés à la maison. Je pense que j'avais vu Laurent Lassalle qui jouait à ça en direct sur Twitch, sur le jeu C'est sérieux. J'étais comme, OK, un peu frappé parce que c'est comme, pour le décrire brièvement, c'est comme Zelda Breath of the Wild, beaucoup. Tu déplaces ton personnage, le même genre de dessin en cel shading, un monde ouvert où tu peux grimper n'importe quoi, puis tu as une barre de stamina qui fait que ben, si tu grimpes trop longtemps, tu n'es pas capable, tu tombes donc. Hein? Mais tu peux quand même aller partout puis te déplacer vraiment librement. Sauf que contrairement à Zelda Breath of the Wild, ben, tu as un groupe de 4 personnages simultanément, mais tu contrôles un seul personnage à l'écran, puis tu appuies sur une des flèches de ta manette si tu joues à la manette pour changer le personnage actif en ce moment. Fait que tu as littéralement un seul personnage à la fois. Tu as un seul personnage à l'écran à la fois. T'sais. Comment ça marche, c'est que chaque personnage est affilié à un élément. Donc, tu as le feu, l'eau, l'air, la terre, puis tu as aussi le vent, je me souviens pas, il y en a un 6e. En tout cas, peu importe, l'électricité. En tout cas. Puis donc, chacun de ces personnages-là fait des attaques élémentales, puis tu peux combiner tes attaques élémentales, faire des réactions en chaîne. Donc, si tu as un personnage de glace qui fait une attaque, puis qu'ensuite tu as un personnage de feu qui fait une attaque, ben là, ça crée l'effet évaporation, je pense, ou je sais plus quoi. Puis là, ça augmente la vulnérabilité de l'ennemi ou des trucs de même. Puis donc, tu as une mécanique aussi de switcher rapidement de l'un à l'autre. Exactement. T'sais, l'idée, c'est que tu es toujours en train de switcher tes bonhommes pour faire des combos en combinant leurs attaques ensemble. Puis les personnages, donc, se distinguent sur leur élément, mais aussi sur l'arme qu'ils ont. Donc, il y a un bassin de peut-être 8 armes différentes, genre la Great Sword, là, super grosse épée à 2 mains, l'épée à une main agile, la lance, le grimoire de magie qui attaque en faisant des projectiles, l'arc qui te permet de tirer des flèches. Puis, fait que là, ben, chaque personnage est dans le fond un point d'intersection. Personnage avec un grimoire qui fait des attaques de glace, personnage avec une lance qui fait des attaques de feu. Puis là, ben, dépendamment de ces combinaisons-là, ça donne beaucoup de possibilités. Puis le fonctionnement du jeu, donc, c'est que tu as des quêtes, puis tu te déplaces. Les personnages dont joueur te donnent une quête, puis là, tu t'en vas dans l'aventure. Puis je trouvais que les quêtes étaient quand même bien écrites. Là. Puis là, plus tu joues, plus tu comprends que le cœur de l'affaire, c'est que tes personnages, t'en as 4 à la fois, mais t'as un bassin de personnages que tu peux recruter. Puis tu dois en avoir 80 des personnages. Donc, quand moi j'ai joué, c'était rendu à la version 2.2, mettons, puis là, ils doivent être rendus à la version 8.4, là, je sais pas quoi. Oui, avec des saisons, puis des trucs qui se débloquent, etc. Oui, c'est ça, exactement. Fait que moi, assez rapidement, tu te ramasses avec 5, 6, 7, 8 personnages. Puis là, ben, tu arrives au point où là, tu peux avoir des nouveaux personnages qui sont pas offerts par le scénario, mais qu'il faut que tu ailles chercher. Pour obtenir des personnages, il faut que tu fasses des vœux. Ils appellent ça des vœux. Tu fais un vœu, puis là, c'est comme une roulette de machine à sous qui part. Puis là, tu pognes 10 objets dans ton vœu qui sont tirés d'un bassin aléatoire, qui se renouvellent à chaque saison, à chaque patch, à chaque truc. Fait que là, tu as des items 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles de rareté. Puis là, ben, quand tu roules, ils vont toujours te dire tu as 6 items de 3 étoiles ou moins. Tu as 2 items rares puis un item exceptionnel. Puis là, ton item exceptionnel, ça peut être un 4 ou un 5 étoiles. Puis dans tes items, ça peut être une arme. Tu sais, parce que, mettons que mon arme, moi, c'est la Great Sword. Ben là, je peux avoir différentes Great Swords qui ont des effets différents. Ils ont toutes des déclinaisons différentes. Ils ont toutes des déclinaisons différentes. Tu as des Great Swords qui vont booster ta défense, des Great Swords qui vont être focalisés sur l'attaque, des Great Swords qui vont faire d'autres effets. Tu sais. Fait que tu peux facilement faire un wish. Puis quand tu fais ton wish, ben hop, tu pognes une épée qui est
pas si bonne que ça. Qui est moins bonne que celle que tu as déjà. Fait qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, tu vas les recycler pour gagner un matériau. Puis ces matériaux-là, tu peux les investir pour améliorer tes armes parce que tes armes vont monter de niveau. Ouais. Fait que là, tes personnages montent de niveau. Pour que tes personnages montent de niveau, il faut que tu dépenses des matériaux pour les faire monter de niveau. Tes armes peuvent monter de niveau, tu peux les reforger. C'est comme 2 systèmes de progression parallèles. Puis là, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, ben, ça te demande des ressources de plus en plus rares. Fait que ces ressources rares-là, il faut que tu les farmes en faisant des activités. Par exemple, il faut que tu rouvres un certain type de coffre qui te demande des clés. Tu as un budget de clés chaque jour. Et donc, tu rouvres tes coffres, j'ai ce qu'il faut. Mais là, finalement, il me manque encore des trucs. Il va falloir que j'attende à demain que mes points reviennent pour pouvoir réouvrir d'autres coffres, pour avoir les ressources qu'il faut, pour faire monter mon personnage de niveau, etc., etc. T'sais. J'adore ça parce que tu me décris tellement le jeu, puis tu l'as décrit d'une manière très, très simple au début, puis évidemment, tout se décline, puis après ça, tu te rends compte à quel point il y a une complexité cachée derrière. Les étages s'ajoutent. Et qui n'est pas toujours cachée, des fois. Ça dépend. Genshin Impact peut-être, mais moi, j'ai commencé Zenless Zone Zero il y a quelques semaines, puis je me suis rendu compte à quel point, justement, j'étais pas prêt à entrer dans ce jeu-là. Là. C'est comme, wow, OK, il y a beaucoup de choses en même temps. T'sais, c'est un jeu, puis un peu comme, mettons, Fortnite ou d'autres jeux semblables. Tu arrives dans le jeu, au début, tu as une petite intro où tu as comme une mécanique, c'est-à-dire un visuel qui est très roman graphique un peu, puis manga, etc. Ou même comics un peu. Fait que là, tu as comme une histoire qui se déploie, puis tu te rends compte que tu choisis un personnage, soit un gars ou une fille qui sont frères et sœurs, puis qui ont un genre de club vidéo où est-ce qu'ils vendent, ils louent des cassettes. C'est exactement ça dans Genshin Impact. Tu choisis un gars ou une fille qui sont frères et sœurs. OK. Bon, ben voilà, c'est ça. Non, mais c'est le même studio, Zenless Zone Zero, mais le jeu est quand même assez différent, enfin, de ce que je comprends par rapport à ce que tu décris. C'est très moderne, tandis que Genshin, c'est Medieval Fantasy. C'est très moderne, mais en fait, c'est un drôle de mélange. En fait, on est comme dans un univers très années 90. Où on est justement dans un club vidéo, on a des télés cathodiques, on a de la radio. Okay. Par contre, on a justement, on est comme... Notre club vidéo, c'est un front, en fait. On est comme une compagnie qui s'occupe de gérer des contrats où est-ce qu'on envoie des gens dans un univers qui ressemble à la Matrice, finalement. Il y a comme tout un univers caché derrière dans lequel... C'est très cyberpunk, un peu, mais rétro. Oui, je te dirais que c'est comme ça. Tape punk. Oui. Je ne sais pas trop comment le dire. Il y a quelque chose comme ça, exactement. Puis donc, on est comme dans... C'est comme si on était dans un univers de radio, en quelque part, parce que c'est comme des ondes qui envoient ce truc-là, mais c'est très informatique, très Matrix. Ouais. Puis donc, à partir de ça, ben justement, nous, on est comme des gens de hackers. On se fait hacker, en fait, au début, puis nos personnages ont full d'expérience, mais finalement, ils se font hacker leur compagnie, fait qu'ils repartent de zéro. Okay, donc là, c'est l'occasion de recommencer. Puis, donc, on a des mécaniques qui ressemblent vraiment à ce que tu décris, sauf qu'on se connecte à des personnages au lieu de comme... Tu sais, c'est comme si les personnages... C'est des avatars dans la matrice. Là. Exactement. Donc, mais ils ont une instance dans le monde réel. C'est des personnages. Okay. On peut les croiser dans le monde réel aussi, mais on les croise beaucoup et on les joue seulement dans l'univers virtuel. Donc, les personnages qu'on choisit au début ne sont pas... C'est comme nous, finalement. On choisit soit le gars ou la fille, mais aucun des deux va jamais se battre à l'intérieur de l'univers. Quand ils sont dans l'univers Matrix, un peu, ils ont un petit avatar cute qui est un genre de robot qui va suivre les autres à l'intérieur de ce monde-là. Puis quand ils sont dans ce monde-là, c'est essentiellement des combats. On fait juste se battre. Puis chacun des personnages a des armes, un peu comme tu décris. Il y a des éléments, un peu comme tu décris. C'est un peu le même type de mécanique à l'intérieur de ça, mais c'est vraiment axé sur des combats qui sont très rapides, où on peut passer d'un personnage à l'autre. On va avoir des combos particuliers. On va augmenter telle jauge, on va augmenter on va pouvoir faire des ultimates. On va avoir vraiment là, des mécaniques qu'on retrouve dans des jeux de combat, des jeux d'affrontement d'arène, un peu comme League of Legends ou autre, de ce type-là. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une mécanique à la base, vraiment, vraiment construite sur ces personnages qu'on peut débloquer. Et ce qui m'a vraiment frappé de ce jeu-là, sur le coup, j'avais pas réalisé à quel point. Moi, quand je suis arrivé dans le jeu, comme je disais, j'étais pas super prêt, dans le sens où, justement, j'avais pas vraiment lu sur le jeu. Mon objectif, c'était d'essayer d'entrer là-dedans, puis de très naïvement, justement, m'entrer là-dedans. Puis je me suis vraiment dit, tu sais, comme shut up and take my money. Là. Je suis comme, où est-ce que je mets mon argent pour pouvoir dépenser dans ce jeu-là? Ah ouais? Hein? J'ai pas... Finalement, j'ai réussi à dépenser mon argent. Ne vous inquiétez pas. Mais là, tu parles de ton vrai argent. Là, je parle de mon vrai argent. Je me suis dit, je veux embarquer là-dedans. Tu disais, j'ai du plaisir. Fait que pourquoi pas mettre un peu d'argent? Ben non, mais puis c'est un jeu gacha, puis je veux parler de jeu gacha. Fait que je vais essayer de mettre mon argent à l'intérieur de ça, finalement. Pour la science, exactement. Mais à partir de ça, ben, j'ai essayé de voir comment fonctionnait le principe. Puis, donc, il y a un principe de base qu'on retrouve dans à peu près tous les jeux avec microtransactions. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle
Là, j'ai traduit l'expression, là, ce serait monnaie forte ou monnaie faible. Okay? Donc, c'est soft ou hard currency. Ah oui, OK. Oui. En économie classique, je suis allé voir pour voir c'était quoi les vraies traductions. Puis c'est vraiment les traductions qu'on utilise en économie classique. Mais une monnaie forte et une monnaie faible, ça ne veut pas dire du tout la même chose dans le monde réel. C'est-à-dire, dans le monde réel, une monnaie forte ou une monnaie faible, ça dépend, du tôt de change, ça dépend de sa stabilité, strictement. Ah, c'est-à-dire, une monnaie forte, c'est une monnaie qui est garantie par l'État puis qui va avoir une certaine stabilité. Puis une monnaie faible, elle peut être garantie par un État, mais un État qui est moins stable. Alors que dans un jeu vidéo, une monnaie faible, on l'associe à une monnaie qu'on gagne dans le jeu en jouant au jeu. Mm-hmm. Alors qu'une monnaie forte ou une hard currency, ça va être une monnaie qui est, si c'est pas entièrement inaccessible, extrêmement difficile à accéder sans payer de l'argent. Donc, on va avoir, par exemple, des fois, 2 sortes de gemmes particulières. Puis il y a une gemme en particulier qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas dépensé de l'argent. Puis à l'intérieur du jeu, je pense que c'est des genres de tickets qui sont en forme d'écran à l'intérieur de Zenless Zone Zero. Donc, puis il y en a un qui est en couleur, un qui est en noir et blanc. Puis, selon quand tu achètes le truc en couleur, là, tu peux dépenser pour, justement, avoir l'équivalent de tes loot box, finalement, l'équivalent de tes machines gacha pour pouvoir débloquer plein de choses. On va voir même toute une montagne qui a l'air d'être un montage d'écran qui va comme tourner en rond avec plein de couleurs et tout. Puis éventuellement, va montrer cette orbe mécanique qu'on peut greffer à notre arme ou qui va nous montrer un personnage qu'on va avoir débloqué. Mais tu vois, dans les premières transactions que j'ai fait à l'intérieur de ça, tout ce que j'ai débloqué, c'est des personnages que j'avais déjà, finalement. Ah, fait que là, ça upgrade ton personnage. Exactement. Tu peux l'utiliser pour dépenser, pour upgrader ton personnage, plutôt que d'avoir un nouveau personnage à l'intérieur. J'en ai eu un nouveau, en fait. C'est pas vrai. J'en ai eu un quand même, je dois le dire. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment c'était fait, parce que, justement, en arrivant, il y a comme plein d'écrans, puis de sous-écrans, puis de sous-points à gauche, à droite. Si tu fais tel type de quête, si tu vas parler à telle personne, si tu fais si tu vas acheter un café, par exemple, tu vas avoir des bonus, puis ça va pouvoir te donner des points de X, Y, Z. Tu le vois que tous les menus sont construits de manière extrêmement labyrinthique, puis tu as plein de sous-monnaies à l'intérieur de ça que tu peux utiliser pour dépenser plein de choses que, honnêtement, je n'ai pas vu d'effet marginal encore à l'intérieur du jeu. Ah oui. Ben écoute, moi, ça fait vraiment écho à mon expérience là, dans Genshin. Ce qui m'a frappé assez rapidement, c'est combien il y avait de monnaie là-dedans. Qu'à un moment donné, j'ai perdu le compte, là, bien rapidement, là, j'étais comme, OK, fait que là, si tu veux faire un wish, ça te prend des Stardust. Fait que là, pour avoir un Stardust, ben, t'as plein de façons d'en acquérir. Tu gagnes des points de, je sais plus comment ça s'appelle, quand tu fais des quêtes, puis tu fais juste des activités ordinaires. Puis éventuellement, tu peux acheter des Stardust dans la boutique, dans le jeu. Mais chaque semaine, on te fait un deal, puis on te vend les 10 premiers Stardust à moitié prix. Oh, wow! Fait que là, pourquoi je suis pas en train d'acheter les Stardust à l'instant? Fait que mon budget, c'est qu'à chaque semaine, j'en prends 10 à rabais, puis après ça, ben, je mets pas les 60 pour avoir le reste. Ben non, à moins que je sois vraiment en sevrage, en besoin, tu sais. Puis que je veux vraiment avoir quelque chose, puis que je veux pas attendre, puis que je suis impatient. Mais bon, moi, à l'inverse, tu le sais qu'il faut que tu joues à chaque semaine si tu les veux en rabais. Parce que là, en plus, on te donne une récompense quand tu te logs, puis on te donne une récompense si tu te logs 5 jours de suite, puis on te donne une meilleure récompense quand tu te logs 7 jours de suite. Puis ce qui m'a frappé aussi, c'est le nombre de sous-menus que tu as. Chaque sous-menu est organisé différemment, fait que les trucs sont pas à la même place. Puis chaque sous-menu t'offre une track qui te donne des récompenses. La notice Claim Reward apparaît en bas à gauche. Dans l'autre menu... à un autre endroit. L'autre menu, lui, il y a plusieurs onglets qui sont des sous-menus, qui sont des pages. Puis là, sur chacun de ces onglets-là, tu peux faire Claim Reward. Fait que t'en viens qu'à découvrir un nouveau sous-menu que tu n'avais jamais découvert, dans lequel tu as accumulé depuis tout ce temps-là plein de rewards. Puis des fois, tu sais pas s'il fallait que tu ailles là avant ou si tu aurais une meilleure récompense, tu es allé là plus tôt. Fait que là, tu es comme un peu déçu, mais en même temps, tu te dis, la prochaine fois, je vais y aller. Oui, c'est ça. Fait que faire le tour de tes menus pour faire les Claim Rewards partout donne tout ça. L'autre affaire qui m'avait frappé, c'est que quand ils envoyaient les bulletins de nouvelles parce qu'ils sortaient une nouvelle mise à jour, puis là, donc, il y avait des nouveaux pulls. Puis ils disent... Pull, P-U-L-L, comme tirer. Comme tirer le bras de la machine à sous. Oui, OK, comme tirer. Moi, j'ai fini par comprendre, c'est ça que ça voulait dire. Et là, ils ont un système, là, ils écrivent ça. Dans les infolettes de communication, c'est pas des statistiques cachées, c'est vraiment grand public. Ils disent, OK, fait que là, notre nouveau update Zéphyr d'une fleur au firmament, parce qu'ils ont toujours des noms super poétiques. Absolument, c'est la même chose. Puis là, dans le nouvel update, vous pouvez pogner Kaia, qui est un personnage rare, glace. Puis les chances de pogner Kaia dans un pool sont 0,89%. C'est quand même là, j'étais comme, attends, on donne la chance comme si c'était de la loto. Mais c'est probablement pour ça qu'ils le font. Non, mais pas comme si c'est de la loto. C'est de la loto, c'est de la loto. Puis là, ils disent, puis on a un système de garantie. Fait que si tu fais 10 pulls, ben ton 11e pull va être garanti de pogner un 5 étoiles.
Ouais. Est-ce que ça va être un item ou un personnage? Ah, ça, on le sait pas. Mais c'est littéralement la même chose qu'on trouve dans Endless Zone Zero. Hey, si le modèle, il marche, hein, pourquoi on le changerait? C'est pas des étoiles, c'est des S-rank, A-rank, B-rank, etc. Okay. Il y a quand même des ranks d'objets, mais c'est la même chose. Puis tes personnages aussi ont des ranks. OK. Puis justement, donc, quand tu décides d'investir dans ce qui est un loot box ici, donc c'est-à-dire qu'il y a un coffre à butin. Un coffre à butin en français. Donc, j'investis dans la chance de peut-être avoir quelque chose que je voudrais peut-être. C'est ça, je peux pas acheter l'item que je veux, je peux pas acheter le personnage que je veux. C'est pas possible. J'achète un billet de l'auto, puis on espère le pogner. Puis ce qui est intéressant justement dans cette mécanique-là, c'est que là, on parle justement de jeux spécifiquement de MiHoYo. À date, en tout cas, dans mon expérience de Endless Zone Zero, je peux pas aller littéralement dire je veux ce personnage-là, donnez-moi. Impossible. Je vais mettre de l'argent. Si je le veux, je dois mettre énormément d'argent jusqu'à peut-être avoir, après 10 fois, comme tu le nommes bien, la garantie que ça va être un S-rank, mais est-ce que ça va être le personnage que je veux? Ben non, malheureusement. Exactement, probablement pas même. Il va falloir que tu le fasses plus que 10 fois pour finir par que ça paye, comme elle dit. Elle va payer la machine. Elle va venir par payer. On va poursuivre notre réflexion sur les jeux vidéo gacha. C'est une problématique un petit peu plus globale, dans le fond. C'est quoi la différence ou la ressemblance entre le jeu vidéo puis les jeux de hasard, le gambling et tout ça? Oui, absolument. Est-ce que l'aléatoire fait partie des jeux vidéo, mais ça n'en fait pas des jeux de hasard non plus? Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de mécaniques qui ressemblent beaucoup à des jeux de hasard, puis du jeu de hasard au sens vraiment de gambling, là, de ce qu'on va retrouver vraiment dans des machines à sous, dans des casinos, dans des environnements pour les adultes, consentants, avertis, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas toujours. Puis je me base sur un texte de Pavel Grabarski et Rune Christian Lundell Nielsen. Je m'excuse si je massacre leur nom. Belle prononciation, moi, je trouve. Merci, j'apprécie. Mais ils ont fait, dans le fond, grosso modo, là, une sorte de typologie de c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de ce qu'ils appellent donc des random reward mechanisms. Donc, toutes les mécaniques qui donnent des récompenses au hasard. Et ils ont fait une liste de 6 éléments qui sont des points communs en quelque part des jeux de hasard et des jeux vidéo. Il y en a 5 qui sont communs. Le 6e, c'est le point qui est justement la différence fondamentale entre les deux. Aha! Donc, on commence avec ce qu'on appelle le gambler's fallacy ou l'illusion du gambler. Ça veut dire qu'on a, nous, comme biais cognitif, finalement, une sorte de tendance à penser qu'on a plus de chances d'avoir quelque chose que ce qu'on en a réellement dans la vraie vie. Et ça, c'est à la fois vrai à l'intérieur des jeux de hasard, c'est-à-dire que ça va être beaucoup construit là-dessus, sur justement valoriser le mythe qu'on a des chances de gagner à la loterie réellement, on aurait donc dû jouer cette fois-là parce que c'était peut-être la bonne fois. Chaque année, il y a quelqu'un qui gagne, ça pourrait être moi. Ben voilà. Et ben dans le fond, les jeux vidéo vont beaucoup jouer sur cette dimension-là. Puis je le vois dans des jeux auxquels mes enfants jouent en particulier. Je pense à Brawl Stars puis d'autres dont on parlait tantôt. Mais même Genshin Impact, tantôt tu parlais de 0,083. Je veux dire, comme ce chiffre-là veut tellement rien dire pour un cerveau humain que tu t'essayes puis tu te dis, ben oui, j'ai des chances. Puis je le vois tellement dans de nombreux jeux qui, justement, valorisent Fortnite, par exemple, qui va valoriser les armes rares, les armes communes, les armes extrêmement rares, les armes épiques, les armes légendaires et mythiques. C'est quand même fascinant. Puis je veux dire, une arme légendaire dans ma tête, genre, on sait pas si elle existe. Oui, mais dans la vraie vie, c'est ça que ça veut dire. Si tu joues à Fortnite puis que tu fais ta première partie, tu vas trouver une légendaire, c'est sûr, ou presque sûr. Et voilà, vu que t'en as eu une quand t'étais bas niveau puis qu'ils t'ont donné une légendaire à 85% de drop rate. Et voilà. Fait qu'après ça, ça peut arriver. Exactement. Donc on continue à jouer là-dessus. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les coups presque réussis. Ça veut dire qu'on va vraiment insister sur le fait que, tu joues ta slot machine, je veux dire, tu vas avoir, par exemple, 2 cerises, mais ta troisième cerise, elle était pas loin, elle était pas assez proche. Regarde, tu as eu 2 cerises, tu sais. Sauf que dans les faits, quand tu joues à un jeu de hasard, tu as beau avoir 2 cerises au début, ça prenait 3 cerises pour gagner, là. Il y avait pas de... C'était ça, le jeu, là. Autrement dit, c'est l'effet psychologique. C'est bien moins décourageant de perdre quand tu as eu 2 cerises que de perdre quand tu as une orange, une pomme, puis un... Exactement. Puis les jeux vidéo, on a parlé beaucoup de design économique aujourd'hui, mais les jeux sont construits de sorte que, oui, ton boss final dans Clair Obscur, là, que comme tu as mis 40 minutes à essayer de le battre puis il te manque juste le dernier coup à donner, it turns out que ce dernier coup-là, là, c'est lui que tu as le plus de difficulté à avoir finalement. T'sais. La dernière partie de ton boss, c'est là qu'il va commencer à faire ses attaques les plus difficiles. C'est là qu'il va commencer à redoubler de difficultés finalement. Ah. Et donc, qu'est-ce que ça crée comme effet? Ça crée l'effet que j'étais tellement proche de l'avoir ce boss-là. Non, je vais le réessayer une autre fois. Ça, c'est du game design sadique. Mais ça existe. Et c'est plus qu'exister, c'est quasiment... C'est même commun. C'est quasiment dans l'ADN du game design de fonctionner de cette manière-là. On a le troisième qui s'appelle les défaites déguisées en victoire.
Oh! J'aime beaucoup celui-là parce qu'on n'associe pas nécessairement ça à des défaites, mais... T'as pas eu ton personnage S-rank ou 5 étoiles, mais t'as eu une arme. Ben, t'as eu quelque chose, puis on va célébrer ce que t'as eu. On va dire, waouh, c'est donc bien cool, regarde comme toutes les étoiles explosent, puis te disent à quel point cette affaire-là est très cool. T'sais. Un nouveau boomerang. Mais on s'en fout d'un nouveau boomerang, ça change rien, j'ai pas d'expérience, Ça arrive tellement dans beaucoup de jeux de débloquer, je sais pas moi, j'en jouais à je sais pas si vous vous souvenez de Duelist, qui est sorti, je pense, en 2016, et puis qui est mort maintenant. C'est quoi ça? C'est un genre de jeu de cartes à collectionner avec des personnages un peu tactiques, c'est-à-dire que tu joues des personnages tactiques sur une grille, mais pour les sortir, tu as besoin de cartes à collectionner puis tout. OK. Puis quand tu gagnes, évidemment, tu as encore une fois une boîte à butin puis tout. Sauf que cette boîte-là, des fois, quand tu l'ouvres, ben ça te donne un emoji dans le chat. Wow! Si tu savais comme j'ai pas grand-chose à faire des emojis, mais... Ça, c'est comme pogner une nouvelle couleur pour le menu de save game. Exactement. Mais ta victoire, c'est pas une défaite, c'est une victoire. Voilà. Ben, on célèbre les petites victoires dans les jeux de hasard comme dans les jeux vidéo. On a aussi donc ce qu'on appelle le piège cognitif. Ça, c'est un biais cognitif assez standard, le piège cognitif. C'est l'idée finalement de dire que même si tu as fait un mauvais choix dans la vie, tu vas avoir tendance à justifier ce choix-là en poursuivant dans le même choix. Donc, l'exemple, on va dire de base, mais quand tu joues à un jeu vidéo, tu as commencé à jouer à League of Legends il y a tellement longtemps que, OK, il y a un nouveau truc qui sort dans League of Legends. Peut-être que je ferais mieux de pas jouer parce que c'est pas ça qui va me donner le plus de plaisir, mais ça fait tellement de temps que j'ai joué, j'ai tellement investi de temps dans ce jeu-là que, OK, peut-être que je devrais continuer à jouer finalement. T'sais. C'est vrai que c'est quand même avec beaucoup des décisions de nature stratégique qu'on prend dans des jeux vidéo. J'ai décidé de me spécialiser dans tel genre de build pour mon personnage. Ben là, tu sais, regarde, j'ai commencé. C'est ça, on va pas le finir. On va finir ce qu'on a commencé. C'est sûr que voilà, si je change d'idée, je vais tout perdre. Ben, voilà, mais des fois, alors tout perdre. Que des fois, il faudrait se dire, je suis mieux de perdre maintenant au lieu de continuer à accumuler des trucs que je vais perdre plus tard. Exactement. Et peut-être que tu veux tout perdre. C'est-à-dire que, comme, tu sais, dans le fond, t'as tout perdu quoi? T'as tout perdu ce que tu fais dans un jeu. Je veux dire, comme après ça, c'est peut-être pas ce jeu-là qui va te rendre le plus heureux. Les conséquences sont peut-être pas c'est ça. Le 5e, si je me trompe pas, oui, 5e truc. On est dans l'illusion du contrôle. Ça, c'est ce que je trouve intéressant parce qu'on le retrouve beaucoup dans la loterie. Où est-ce qu'on demande aux gens de choisir leurs chiffres? Choisis tes chiffres, gars. Choisis tes chiffres. C'est toi qui l'as choisi, là. C'est pas de ma faute, là. Si j'ai pas tiré tes chiffres, t'as des stratégies. C'est ta faute. Les gens, ils en ont des stratégies pour choisir 7 chiffres au hasard. Tellement. Ah, t'es mieux de pas les prendre, 7 chiffres collés, t'as plus de chance. Ben non. Et c'est là où, justement, d'arriver puis de dire, t'as laissé le choix de quelque chose, que ce soit dans... On parlait tantôt de choisir un type d'épée en particulier, un type de personnage en particulier. Si t'as l'impression d'avoir choisi quelque chose dans ton jeu, tu as l'impression d'avoir une certaine agentivité par rapport au résultat. Ouais. Mais dans les faits, quand tu es dans du hasard, tu es dans du hasard. C'est pas toi qui as choisi, c'est le hasard qui choisit. Mais justement, le sixième point... C'est le point qui n'est pas en commun, mais qui distingue les jeux vidéo des jeux de hasard, c'est ça? Exactement ça. Parce que c'est quoi le point principal qui fait que quelqu'un devient accro à un jeu de hasard? Est-ce que c'est l'argent? C'est lié à l'argent. C'est-à-dire que quand tu joues à un jeu de hasard, ton point principal... c'est que tu espères regagner ce que tu as perdu. Bon, je veux dire, après, je ne suis pas spécialiste des dépendances. Tu espères faire un gain. Il peut y avoir d'autres choses. Oui, effectivement, tu espères perdre un gain, tu espères faire un gain, donc dans le fond, mais ce qui fait que tu restes au jeu, c'est donc ce qu'on appelle le phénomène de la poursuite ou du chase, c'est-à-dire que tu chases quelque chose, tu recherches finalement soit à regagner ce que tu as perdu, soit à gagner plus encore davantage. La machine va finir par payer finalement, comme on disait tantôt. Je veux dire, ce biais-là, il n'est pas présent dans les jeux vidéo pour une raison très simple. C'est-à-dire que quand tu joues à un jeu vidéo, la seule chose que tu perds quand tu es accro au jeu vidéo, par exemple, c'est le temps que tu as perdu. C'est l'énergie que tu as mis à jouer à ce jeu-là. Tu ne pourras pas le regagner de toute façon. Tu sais que tu ne pourras pas regagner. C'est pas pour cette raison-là que tu joues. Ça ne veut pas dire que c'est sain, là, évidemment. On peut être dépendant au jeu vidéo. Je veux dire, évidemment, c'est sûr que ça arrive. On a le même fond, c'est-à-dire qu'on pense que la perte d'argent dans un jeu de hasard peut se récupérer par le jeu de hasard. Dans les faits, les jeux vidéo, le temps qu'on perd, on n'est pas en train de se dire que on va regagner ce temps-là qu'on a perdu. T'sais. Mais est-ce que tu penses que, je sais pas, on explore, là, mais est-ce que c'est une genre de triangulation que c'est comme, je mets du temps dans un jeu, mon attente, c'est que le jeu m'amène du plaisir, et donc, si je continue à jouer puis à dépenser plus de temps, je vais finir par en retirer un plaisir qui va rentabiliser le temps que j'ai mis dedans. Probablement. Ultimement, c'est probablement derrière ça. Ça, c'est sûr et certain, mais on est dans un... Puis ça, c'est comme l'état initial, mais après
ça, une fois qu'on joue, ben là, on se fixe d'autres objectifs, de devenir leader de mon clan, de pogner tel item, etc. Puis là, on rentre dans l'intersection de tous ces multiples sous-objectifs-là qui finalement finissent par prendre le dessus puis disent et qui sont extrêmement complexes. C'est-à-dire que justement, je pense qu'à partir de là, si on entre dans la dépendance aux jeux vidéo, ben on est dans un plaisir et une gratification qui est complètement différente de celle des jeux de hasard. C'est surtout ça, je pense, qui est important de mettre de l'avant. C'est-à-dire que, comme je disais, mon objectif, c'est pas de dire que ça existe ou ça existe pas, ou c'est quoi le niveau d'importance de la dépendance. C'est surtout de dire, on n'est pas dans le même niveau que le jeu de hasard classique. On n'est pas dans une dépendance qui dépend du gain monétaire, qui dépend de la gratification monétaire à la fin de la journée. On n'est pas là pour dire, OK, ben finalement, qu'est-ce que j'ai gagné ou perdu au casino? C'est pas des gains, c'est pas de l'argent. Tu sais, ce qui rend la dépendance au jeu d'argent si intense et si problématique, ben, c'est que finalement, tu finis par te ruiner les gens autour de toi puis avoir des conséquences extrêmement graves là-dessus. Alors que ce qui rend la dépendance aux jeux vidéo problématique, c'est la relation sociale que tu vas perdre avec les autres. C'est pas lié en soi à l'argent. Sauf, en tout cas, c'est pas pour récupérer de cet argent-là. C'est pas dans un désir de récupérer cet argent-là qu'on joue. Oui, absolument. On va s'intéresser au côté sombre, obscur. Enfin, un autre des côtés sombres et obscurs, j'ai envie de dire, des jeux gacha. On va revenir sur Genshin Impact et Zenless Zone Zero, deux jeux de MiHoYo auxquels on s'est adonné pour la science. Mais en fait, non. Moi, je me suis adonné à Genshin pour le plaisir. J'ai joué longtemps pour le plaisir. Des fois, on commence par... Moi, j'ai commencé pour la science, entre guillemets, là, c'est-à-dire pour la curiosité, mettons, je dirais comme ça. Mais comme une fois qu'on embarque, non, c'est plaisant, là. C'est pas... Oui, c'est pas des mauvais jeux. C'est pas un travail, mauvais, ça serait facile d'arrêter. Mais c'est pas... c'est ça, là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai joué à Genshin, puis je dois dire, un des trucs qui rapidement m'a un peu énervé, m'a causé des malaises. Quand ma conjointe m'a vu jouer puis que je lui ai parlé du jeu à un moment donné, j'étais comme, man, il y a un truc dans ce jeu-là qui me rend mal à l'aise. Puis je l'ai appelé, nous, on connaît bien Donjons et Dragons, fait que j'aime bien décrire les jeux avec des allitérations qui ressemblent un peu à Donjons et Dragons. Puis là, j'ai dit, ben, c'est parce que le problème, c'est que c'est un jeu qui est comme fillette en jupette. Puis, ouch, oui. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Ce qui m'a frappé le plus, je pense, c'est que t'as plein de personnages féminins très, très jeunes, dans le look animé, qui ont l'air d'être adolescentes-ish, tu sais, même si dans la fiction, ils sont supposés être dans la vingtaine puis être des adultes, mais quand tu les regardes, pas vraiment. Ouais. Puis la jeunesse éternelle, plastiquement très belle, avec les traits lisses et tout ça. Mm-hmm. Puis il y a un des personnages qui est important dans l'histoire assez tôt dans le jeu, qui a des seins énormes, qui rebondissent partout. Puis là, tu regardes ça, puis t'es comme, OK, tu sais, avec ses bas de nylon super brillants et tout. Dans Genshin Impact, on a un planeur un peu comme, en fait, exactement comme dans Zelda Breath of the Wild. Mm-hmm. Fait que si tu t'élances d'un toit ou d'une falaise ou peu importe, puis là, tu pèses sur un bouton, hop, mais quand tu déploies ton planeur, ta caméra se recentre derrière ton personnage et l'animation de ton personnage qui ouvre le planeur vient avec un contre-choc, tu sais, qui physiquement est approprié, évidemment. Mais qui fait que ses fesses remontent vers le haut. Et la caméra est placée juste à la bonne hauteur pour que tu vois sa petite culotte en dessous de sa jupette. C'est quand même trash. C'est fait pour, là. C'est fou, là. C'est pas un accident, là. Non, écoute, c'est clairement pas un accident. Fait que là, j'étais comme, ouais, OK. Moi, j'ai 40 ans, là. Je regarde ça, puis je suis comme... Je me rappelle de moi, adolescent, si j'avais eu un jeu comme ça, je les aurais donc trouvé sexy. Ouais. Mais là, c'est comme, habille-toi, fille, tu sais. Mais en même temps, habille-toi, fille, je veux dire. On est dans un monde magique. C'est pas la réalité. Fait que c'est pas grave. Mais en même temps... Ben c'est ça, c'est qu'il y a une dimension c'est clairement de l'hypersexualisation, là, ici. Puis c'est intéressant parce que, tu vois, moi, j'avais pas... dans Zenless Zone Zero, en tout cas, peut-être c'est moi qui est naïf, là, mais il y a peut-être des codes associés à l'adolescence là, que je saisis moins. Oui, il y a des personnages, clairement, comme qui sont... présentés comme étant potentiellement mineurs, etc. Mais c'est pas le cas de tous les personnages. C'était quand même un range là-dessus, tu sais. Mais oui, c'est-à-dire que t'as quand même, tu sais, vraiment des prises de vue, justement, sous des jupes, des physiques... jiggle physics, jiggle physics, exactement. Des seins qui rebondissent. Absolument. Et à un niveau que, à un moment donné, c'est comme, OK, minute, là, ça n'a pas vraiment de sens. Mais ce qui est intéressant aussi, que j'ai trouvé là-dessus, puis sur la dimension très gacha aussi derrière ça, c'est que dans Zenless Zone Zero, les personnages, tu les vois toutes au début.
ils sont tous accessibles dans le même roster de personnages. Fait que tu sais que tes personnages sont là, puis tu sais quel personnage tu peux venir débloquer. OK. Fait qu'autrement dit, tes personnages sont déjà en mode je cherche à te séduire finalement. Puis je cherche à ce que tu dépenses de l'argent pour peut-être avoir une chance de débloquer ce personnage-là. Wow. Puis ils ont déjà, tu sais, t'as vraiment comme une liste de personnages, tu t'en vas là-dedans, puis quand tu t'en vas dans la liste de personnages, non seulement le personnage féminin dans la plupart des cas, mais le personnage féminin va avoir justement un angle de vue où va se déplacer de sorte que tu vois tout le mouvement, puis toute justement la sexualisation, puis le désir. le corps dans ses 3 dimensions. Absolument. La démarche. Les etc. angles de vue, des fois, justement, tu as des side boobs, etc. Tu sais, comme des angles que tu fais comme, OK, là, commande, ça n'a pas de bon sens. C'est littéralement fait pour que tu veuilles justement ce personnage-là, puis que tu dis, je vais mettre de l'argent, comme ça, je vais pouvoir éventuellement débloquer ce personnage-là. En fait, c'est comme la théorie du regard masculin, le male gaze. Absolument. Ça, c'est très, très présent maintenant dans l'espace public, mais ça a été développé dans les années 70, dans mon souvenir, par Laura Mulvey, qui disait au cinéma, la caméra est un regard masculin qui objectifie, qui est voyeuriste envers les femmes. Les femmes sont là pour s'exhiber à la caméra et susciter le désir, comme si on regardait le film à travers un regard masculin qui désire. Exact. Puis là, c'est comme si Genshin Impact, puis Zenless Zone Zero, puis les autres jeux qui font la même affaire, c'est comme si c'était genre, oh, le regard masculin, voici un mode d'emploi. C'est comme ça qu'il faut faire. Là. Ben non, mais c'est à un niveau indécent jusqu'à un certain point. Là, ouais, je pense que c'est un bon mot, indécent. Quasiment littéralement, oui, dans ce cas-ci. Mais encore une fois, c'est ça, c'est que la question du regard masculin est super intéressante parce que justement, il y a tout ce champ, ce contre-champ, on va dire, du regard masculin qui dit, le personnage féminin qui est sexualisé peut être un personnage construit pour être un personnage fort, un personnage qui assume sa sexualité puis qui assume justement ce pouvoir qu'elle peut avec avoir. Une agentivité. Puis exactement. Tout ça. Fait on veut pas, entre guillemets, slut-shamer les personnages de jeux vidéo, mais définitivement, les personnages sont là pour être achetés. Donc, on est dans une logique d'objectification assez importante ici. C'est pas comme si on développait une psychologie à ces personnages-là puis qu'on décidait d'investir une relation avec ces personnages-là, par exemple. Exactement. Puis c'est vraiment l'idée, le modèle, c'est quoi? C'est la pin-up ou la babe? Ou, je sais pas c'est quoi exactement. Là. Je ne suis pas vraiment expert là-dedans. Mais c'est vraiment l'idée que, je regarde le roster des personnages disponibles, puis elle, j'ai vraiment le goût de jouer avec. Exact. J'ai vraiment le goût de la contrôler, de la faire marcher, ça. Puis de la regarder, puis je la trouve plus belle qu'un autre. Fait que je veux qu'elle soit dans mon équipe. Donc, c'est pour ça que je suis prêt à dépenser du vrai argent. Tout à fait. Pour rouler, faire mes pulls ou mes S-rank. Ou je sais puis après, c'est comme une poupée Barbie, c'est-à-dire, puis c'est là où l'instrumentalisation de l'objectification, elle est là. Justement, t'as comme le costume alternatif. Puis premier costume, j'ouvre la boutique, premier costume alternatif d'un personnage que j'ai pas. J'ai le costume gratuit parce que j'ouvre, puis c'est ma première partie. Donc, on me donne des trucs gratuits cette semaine-là, whatever. C'est littéralement un costume associé, même pas subtilement, à l'univers BDSM. Je veux dire, c'est comme, OK, on est dans la sexualisation de manière assez littérale, là, ici. Je veux dire, il n'y a pas de doute, là. Je veux dire, t'es supposé des personnages qui s'en vont combattre. Bon, OK, combattre, tu vois, regarde. Il y a comme quelque chose. Mais ce n'est pas construit justement pour le jeu. Ça n'a pas rapport avec l'univers de jeu. C'est construit pour le regard extérieur au jeu. Absolument. C'est peut-être l'occasion de parler d'un truc que j'aimerais ça. En tout cas, je sais pas. Moi, ça fait des années que j'ai ça en tête, puis je le dis des fois dans mes cours de scénarisation. Il y a au cinéma ce qu'on appelle le test de Bechdel. Ouais. Le test de Bechdel, c'est interroger un film, regarder le film. Est-ce qu'il y a au moins 2 personnages féminins? Puis est-ce qu'elles se parlent au moins une fois entre elles? Puis est-ce qu'elles se parlent au moins une fois entre elles, pas à propos d'un des personnages masculins? Ouais. Puis là, si tu réponds à ça, oui, OK, tu passes le test de Bechdel. Ouais. Puis c'est fou le nombre de films qui l'échouent. Moi, il y a des années, je me disais, dans le fond, il y a comme un test qu'on devrait avoir. Puis là, ça m'énerve parce que la seule chose que j'ai trouvée, c'est le test Arsenault, mais j'aime pas ça, puis je veux pas en revendiquer la paternité. Là, mais en tout cas, le test de magasinage, c'est dans le fond, quand tu es face à un univers de fiction, si ces personnages-là existaient dans le monde réel, où est-ce qu'ils iraient s'habiller? Puis si la réponse est différente pour les deux genres, l'exemple typique étant, les gars s'habilleraient dans une boutique médiévale, puis les femmes s'habilleraient dans une lingerie, un sex shop, à ce moment-là, tu échoues le test. Je veux dire, si tu joues à un jeu puis que les gars ont l'air de s'habiller au Canadian Tire puis que les filles s'habillent à Boutique Séduction, tu as échoué le test. Absolument, absolument. Puis il y a définitivement, justement, c'est-à-dire que d'un côté, il existe des jeux érotiques, il existe des jeux pornographiques, il existe des jeux de séduction, des jeux axés sur le dating simulator, par exemple, des trucs comme ça. Puis je suis pas en train de dire qu'il devrait être un genre à part ou quoi que ce soit. Honnêtement, l'hypersexualisation, ça peut être en soi un intérêt pour certaines personnes. La question, c'est surtout comment est-ce que c'est fait cette hypersexualisation, puis comment est-ce qu'elle est... en fait, l'idée d'hypersexualisation en partant, c'est l'idée non seulement qu'il y a de la sexualisation, mais qu'elle est justement extrêmement exacerbée, qu'elle est mise au centre du jeu, puis qu'elle est mise aussi dans notre société de manière plus générale au centre des jeux. C'est-à-dire que
si je ne peux pas jouer à l'équivalent de Zenless Zone Zero sans entrer dans une dynamique de sexualisation, il y a probablement un problème, finalement. Écoute, parlons-en, je sais pas, en tout cas, juste pour illustrer peut-être, là, dans Genshin Impact, les 3 personnages féminins que tu pognes au début du jeu, tu sais, quand tu fais les je sais pas, 8-10 premières heures de jeu, tu fais un ensemble de quêtes, puis ça te débloque un certain nombre de personnages qui sont donnés à tout le monde. J'ai de la misère à le dire. La première, elle a des oreilles de lapin. Puis elle se promène, puis la constellation, c'est le lapin, puis tout. Juste pour être certain, il y a une connotation assez directe à Playboy ici. Ben c'est ça, hein, la fameuse femme qui porte le body avec les oreilles de lapin, puis la queue qui est une touffe de poils des lapins, puis tout ça, tu sais, vraiment. Tu sais, fait que c'est sûr que ça renvoie à ça. La deuxième, c'est la bibliothécaire cochonne. Je veux dire, elle a tu sais, des seins qui débordent et tout. Puis en plus, quand tu te bats contre des ennemis puis tu fais des attaques puis des trucs comme ça, tu sais, ils ont toutes des répliques là, audio. Là. Fait que là, une de ces répliques audio, ça va être genre « Ah, coquin garçon ». Puis, oh my God! C'est vraiment troublant. Là. C'est vraiment des codes de la pornographie, très, très littéralement. Là, vraiment, tu sais. Puis la troisième, c'est une soubrette. Une maid, comme on dit au Japon. Ah oui, OK. Une domestique avec une bonne, tu sais. Fait que là, t'es comme, puis tu sais, elle a la personnalité ultra soumise. C'est comme, mais excuse, je veux vraiment que tout soit vraiment. Là, je suis comme, Ouais, c'est ça. Bref, j'aimerais ça avoir une répartie ou une suite, un follow-up à ça, mais tu sais, quand tu regardes même au niveau des archétypes qui sont là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça que je trouve, du point de vue d'un chercheur, entre guillemets, fascinant, là, dans le sens que je pense que ça révèle beaucoup sur notre société, sur comment, justement, on a des attentes par rapport, des attentes différentes par rapport aux hommes et aux femmes, des rôles genrés super assignés. Tout à fait, des rôles genrés super assignés, des rôles, une imagerie même genrée, une imagerie sexualisante et plus que, encore une fois, la sexualité peut tout à fait être extrêmement positive, valorisante, peut être extrêmement saine, évidemment, bien sûr. Oui. Mais on a ici une situation où on est en objectification, où on est dans des personnages qui sont construits pour être instrumentalisés dans un scénario sexuel préécrit et qui sont pas là, justement, pour qu'on développe une relation avec ces personnages-là. Pour les garçons, eux, ils n'ont pas des gros corps huilés, puis ils font pas des regards à la caméra suggestifs. Là. Non. Les garçons, ils sont agiles, ils sont forts, ont des grosses épaules, ils ont des grosses épées, ils font des gros moves. Exact. Fait que, tu sais... Il y en a des jeux qui font ça. Moi, je pense à Boyfriend Dungeon. Je salue Boyfriend Dungeon. Je trouve que c'est un jeu qui, justement, travaille bien ça. Puis ces personnages, dans Boyfriend Dungeon, ce qui est intéressant, ça reste un visual novel. On est moins dans... Il n'y a pas de 3D, donc il y a un contrôle du point de vue un petit peu plus assumé. Absolument. Mais les personnages sont montrés en portrait plein écran, comme on a dans les visual novels. C'est ça. Ça donne des occasions, ça, de les détailler d'un certain angle. Puis tout à fait. C'est expressif, puis il y en a beaucoup qui sont assez séducteurs, là, tu sais. Mais puis tu le dis bien au masculin, c'est-à-dire c'est surtout les personnages masculins qui sont séducteurs. Ben là, je pense que les DLC, peut-être que j'ai peut-être pas tout joué. Puis il y a plusieurs. Pour nos auditeurs, nos auditrices qui ignorent Boyfriend Dungeon, c'est développé par Kid Fox Games. Ouais. Puis on joue un gars qui déménage dans une ville, puis là, on s'en va au centre d'achat, puis dans le centre d'achat, il y a des affaires bizarres qui se passent. Puis là, on trouve des armes, puis les armes se matérialisent, se métamorphosent en humains. Fait que là, ton épée à 2 mains se métamorphose en gros gars, puis ta dague se métamorphose en fille, puis là, tu leur parles, puis tu peux les dater. You date your weapons. Exact. Puis c'est super inclusif. D'ailleurs, tu dis un gars, mais tu peux être une fille, tu peux être une personne non-binaire aussi. Puis tes personnages que tu dates sont soit homme-femme non-binaire. Tu peux même dater un chat, là, ça c'est un peu bizarre, mais c'est pas une vraie date, là. Okay. Dans l'univers, c'est pas une vraie date. On salue les fans de Baldur's Gate 3 qui s'intéressent à Alcyn, qui est le druide qui se transforme en ours. Voilà. Mais c'est ça. Ici, le chat... Ouais, non, mais le chat, c'est ça. C'est un date, mais pas vraiment. Là. Oui, c'est un date platonique. Oui, c'est ça. mais je pense qu'il y a des personnages même qui sont un peu platoniques là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'il y a au moins un des personnages qui dit « Moi, je suis pas intéressé à la sexualité. » Puis romantique, peut-être. Oui, c'est ça. Ou même asexuel. Ou asexuel. En tout cas, à vérifier. Mais comme je trouve qu'il y a vraiment une dimension très, très inclusive dans les relations. Puis tu vois, pour moi, ça, c'est des exemples où on est capable de créer des jeux où les relations humaines sont mises de l'avant. Puis où même si, justement, les personnages masculins sont sexuellement attirants, ils sont pas là. Ils sont pas objectifiés de la même manière. Ils répondent pas à des codes aussi clairs et aussi directs de la pornographie, notamment. Et ils ont une complexité qu'on ne retrouve pas dans Genshin Impact. On met pas un gars dans un costume de pompier. Puis on dit, OK, voilà, c'est fait.
C'est le pompier. Puis, regarde, c'est un guerrier, mais il se bat avec des épées, mais regarde, il est en costume de pompier. C'est ça, exactement. Ce serait intéressant, par exemple. Je trouve que ce serait. Non, mais je trouve que ça serait écoute, vraiment une subversion. Firefighter, tu sais, fighter, hein, ça vient vraiment dans le bon. Puis il peut pitcher, c'est un sorcier qui fait du feu, c'est un firefighter. Ouh! Voilà. Fait que c'est ça, c'est aussi, est-ce que c'est approprié, tu sais, puis est-ce que le jeu t'oriente vers ça? Moi, quand j'ai fillette en jupette, c'est comme, oui, mais c'est pas à propos de ça. Il n'y a rien qui est à propos d'être en jupette, il n'y a rien qui est à propos de... Absolument. Fait que, évidemment, que c'est choquant, oui, tu sais, surprenant. Puis, choquant, oui, dans au moins choquant au sens où, tu sais, moi, à un moment donné, ma best, c'est devenu Beidou, parce que Beidou, c'est une pirate chinoise, puis elle a l'air d'être dans la, je dirais peut-être trentaine avec le traitement animé, c'est pas facile, mais la voix qu'elle a, c'est une comédienne qui doit être certainement dans la quarantaine au moins. Ouais, tu sens... comme, ça, c'est la seule qui est de mon âge, fait que c'est ma best. C'est ça. Non, mais puis ça, je trouve ça super intéressant parce que justement, je pense que quand tu t'engages dans un jeu, je pense qu'il faut pas être naïf non plus là-dessus. C'est-à-dire que quand on s'engage dans des jeux, les personnages, on les choisit pas juste parce qu'ils frappent plus fort ou sont meilleurs. Oui, c'est pas des chiffres de stats. C'est ça, je pense qu'on peut s'attacher à des personnages, puis le visuel des personnages est intéressant, puis le désir qu'on peut avoir pour des personnages est extrêmement... pour moi, c'est important. Là. C'est-à-dire, je pense qu'il faut assumer cette dimension-là des jeux, puis on a peut-être même dans l'étude des jeux vidéo mis ça un peu de côté, cet aspect attirance, désir, etc. Le plaisir émotionnel. C'est ça, on est allé vers non, mais là, si j'achète un skin, c'est cosmétique, là, ça n'a pas rapport. Mais je veux dire, non, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience de jouer. Puis tu veux un cosmétique d'un personnage pour le rendre cool, badass ou pour le rendre même attirant. C'est tout à fait humain puis correct. Je pense que par contre, que la question de comment c'est traité, comment le traitement est fait, puis comment justement il y a à la fois une diversité dans les personnages qui sont représentés, dans la manière dont ils sont représentés, puis dans l'univers dans lequel ils sont. Il y a une crédibilité aussi dans cet univers-là. Je pense que ça, c'est des éléments qu'il faut tenir en compte, puis que justement, éthiquement, on peut se poser la question, est-ce qu'on souhaite vraiment que les personnages féminins dans le jeu vidéo soient représentés de cette manière-là, finalement. Ben oui, puis qu'ils soient mis aux enchères dans un système de machine à sous. Tous les problèmes s'empilent, là, quand tu y penses. Absolument. C'était tout pour la Grande Ludothèque pour cette semaine. On va remercier notre invité Simon. Merci Simon pour ta visite. Merci Dominique de l'invitation. Avec plaisir. Restez à l'écoute, le palmarès de CISM va suivre. On se dit à la semaine prochaine.